Raphaël Arnaud, que vous connaissez probablement, ce député La France Insoumise, issu de la jeune garde, cet antifasciste solide, antifasciste lyonnais. Merci Roto Weiss pour les 5 € de capital, merci beaucoup. Et de retour, il est de retour médiatiquement, il sort de son silence, entre guillemets, et en plus il est de retour à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est hier, à 10h du matin, Blas a sorti un entretien de plus d'1 heure avec Raphaël Arnaud pour qu'il revienne un peu sur toute cette affaire, donc l'affaire Quentin, on va pas refaire tout ça, on en a parlé beaucoup. Et dans la même journée, il est revenu à l'Assemblée nationale avec le groupe parlementaire La France Insoumise qui a dit bah oui, il est de retour à l'Assemblée. De toute façon, lui, il n'a pas trompé dans cette affaire. Il est absolument pas concerné par l'enquête en cours, etc. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Il n'a rien à voir avec la mort de Quentin. Ce qui est vrai. Alors, est-ce qu'il a à voir avec l'antifascisme lyonnais ? Oui, car c'est un antifasciste lyonnais. Donc, il y a un lien, au sens où c'est un antifa lyonnais, et c'est une histoire qui est en rapport avec les antifas lyonnais. Mais lui, il n'était pas là. Il était juste pas là à ce moment-là, il a rien à voir avec cette histoire. Donc c'est pour ça, en vrai, il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas à l'Assemblée. Sinon, ça voudrait dire que vraiment être un antifa lyonnais, c'est plus possible, c'est interdit maintenant. Voilà. Antifa hors de nos luttes, non, c'est pas la ligne, c'est très bien qu'il soit revenu. Force à lui, soutien évidemment à Raphaël Arnaud. Et quand je dis ça, je tiens à le préciser parce qu'on est au début de cette séquence et je vais le redire plusieurs fois. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que je suis pour tuer des gens dans la rue de coups de pied dans la tête. C'est pas ce que ça veut dire. Mais en l'occurrence, Raphaël Arnaud, il a absolument rien fait. Si c'est lui qui avait porté le coup à Quentin, bah là, actuellement, il serait mis en examen, etc., etc. Il serait pas rentré à l'Assemblée et c'est normal. Bah voilà, laissons l'enquête et la justice faire son travail, j'ai envie de dire. Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Et je veux dire, réaffirmer la nécessité de l'antifascisme, dire que les antifas lyonnais ont notre soutien et que Raphaël Arnaud a notre soutien, c'est pas dire je suis pour la mort de Quentin. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Ok ? Voilà. Je le redis en mode petit disclaimer. Moi, je me réjouis de la mort de personne en temps de paix, en tout cas, voilà, si c'était l'occupation nazie et qu'il y avait un train qui déraille rempli de nazis, bon, voilà, je serais pas forcément contre. Mais là, bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Attendez, je dois faire ça. Donc voilà. Dire soutien à Raphaël Arnaud, soutien aux antifas, c'est pas dire oh là là, je me réjouis de la mort de Quentin. Et c'est pas de l'appel au meurtre. C'est pas dire ah bah voilà, il faut tuer tous les nazis. C'est pas ça que je suis en train de dire. Voilà, je tiens à le préciser quand même pour être sûr que ça me retombe pas sur le coin de la gueule et parce que je le pense surtout. Voilà. Hop là, je vais juste faire ça rapidement. Ok, donc non, on va pas regarder l'entretien en entier parce que ça dure 1h15. Il dure 1h15, on va pas le regarder en entier, ça serait un petit peu trop long, sinon on en aurait pour toute la journée. Et j'ai un peu la flemme en vérité de regarder l'entretien en entier. Je vais pas vous mentir. Voilà. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est regarder 2 petits bouts de l'entretien. Au sens où, enfin je dis au sens où, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Blast a mis 2 extraits de l'entretien sur les réseaux sociaux, donc on va regarder ça. Déjà, on en a pour 4 minutes 24, on en a pour 8 minutes. Voilà, donc le temps un petit peu de reparler de ça, de revenir à ça. De revenir sur ça, on aura déjà des choses à dire. Et après, on va plus se concentrer sur les réactions. Les réactions de la France Insoumise, par exemple, la personne de Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté pour répondre à ça. Et les réactions de l'extrême droite de merde et les réactions des députés et des macronistes. Voir un petit peu, commenter tout ça et revenir là-dessus. On va pas regarder l'entretien en entier, en tout cas, ça serait un peu trop long. L'entretien est based néanmoins, bah oui, je vous invite à aller le voir. Je l'ai pas regardé, mais flemme. Flemme de le faire en React, voilà, sinon ça prendrait vraiment toute la journée. Et comme après j'ai d'autres trucs à faire, comme par exemple justement l'entretien de Sardoche sur Valeurs Actuelles, ça j'aimerais vraiment bien y React, qu'on va pas regarder en entier d'ailleurs, non plus, parce que ça dure 50 minutes. Vas-y React tout, fais pas le flemmard mec. Bah non, je fais ce que je veux. C'est pas une histoire d'être flemmard, sinon le live il va durer 8 heures et j'ai des trucs à faire après, moi je peux pas. Voilà. Non. Bon, on va regarder les petits bouts déjà, ça sera très bien. Et puis de toute façon ça sera l'occasion de discuter de tout ça. Alors attendez juste, je vais faire ça aussi. Clac. Hop là, j'avais des notifs. Plus de temps sur ce qui me dit dans ta fruit que sur l'antifascisme. Mais non, je vais passer plus de temps sur ce sujet-là. Simplement, on va faire ça différemment, sans regarder le truc en entier. Voilà. Genre, t'es occupé. Mais oui, genre, je suis occupé. Oui, bien sûr. Vous êtes chiant là. C'est que vous dites ça pour me troller, mais ça me fait pas rire. Je ne sais pas ce que c'est que le super Merci profit. Merci beaucoup Well pour tes 6 mois d'avance, trop bien. Un peu de super profit, merci beaucoup pour le sub. Let's go. C'est quand même dur d'avoir un avis basé quand on regarde quelques extraits sur un sujet si important. Non, mais le truc c'est que moi, c'est ce truc-là, j'en parle depuis des mois et des mois. Enfin, on a fait des dizaines d'heures de live sur l'affaire Quentin. Voilà. Et vous voulez qu'on fasse le React en entier? Parce que moi si c'est ça, je suis parti pour 6 heures de stream et en vrai, je ne comptais pas faire un stream si long que ça. En plus, regarder un entretien de 1h13, moi je vais pas forcément avoir beaucoup de choses à raconter. En fait, si vous voulez qu'on le regarde ensemble, je suis au fond de mon siège et que je fasse comme ça. Je me contente de le regarder, je me pose une fois de temps en temps, dire ouais, il a raison, puis je remets. Je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant. Quelle plus-value, moi, je vais rajouter si on regarde l'entretien en entier? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez regarder l'entretien en entier, bah allez-y. Mais est-ce que moi, je vais rajouter en tant que streamer une plus-value sur un entretien d'1h13 où justement on laisse le temps à Raphaël Arnaud de s'exprimer? Moi, je pense que c'est pas forcément le plus intéressant de regarder l'entretien en entier. Voilà. Je pense. Et de toute façon, l'entretien est dispo sur YouTube, donc allez-y. Hein. Voilà.
Bref, moi je vous propose de regarder déjà les 2 extraits qu'on peut poster Blast, d'y réagir un petit peu, d'en parler, de regarder un peu les réactions. Et déjà, ça fera une belle séquence sur ça. Voilà, ça sera l'occasion d'en discuter. Bref, allez, donc c'est parti. C'est la première séquence quand ils ont annoncé. Attendez, non, 18h09. Ah non, c'est celle-là la première. Donc voilà, quand ils ont annoncé justement que l'entretien serait en ligne à 10h, le retour de Raphaël Arnaud, c'est cet extrait-là qu'ils ont mis. Donc déjà, on va réagir à cet extrait-là et ça sera très bien. Alors déjà, première remarque. Raphaël Arnaud a mis une doudoune sans manche par-dessus une chemise. Moi, je me réjouis vraiment fortement que Raphaël Arnaud soit de retour à l'Assemblée et que toute cette histoire se soit goupillée comme ça. Parce qu'à un moment donné, il voulait liquider l'antifascisme, LFI et la gauche tout d'un coup, quoi. L'extrême droite, c'est en mode genre, c'est bon, on va interdire LFI, c'est super. Donc en fait, non. Voilà. Et ça fait plaisir qu'ils reviennent. Soutien à Raphaël Arnaud, soutien aux antifas lyonnais, soutien à la Jeune Garde, soutien à LFI, tout ce que vous voulez. Siamo, tutti antifascisti. Cependant, mettre une doudoune sans manche par-dessus une chemise, pour peut-être montrer que c'est un signal envoyé à la droite, pour dire, regardez, je suis pas un méchant. Je m'habille comme vous. Et ça pour le coup, j'approuve pas. Voilà. Donc encore une fois, la question, c'est pas la violence. Bon allez, bref. C'est parti. Donc encore une fois, la question, c'est pas la violence politique en réalité. Et je réponds un peu à ce qui a été dit un peu avant. Mais oui, il y a de la violence de l'extrême droite dans ce pays. Et là où j'ai compris, là où on a compris, parce que évidemment, c'est pas à moi individuellement, là où on a compris, nous les antifascistes, qu'il y a eu un tournant, c'est Martine Aramburu dans les rues de Paris. Oui. Pourquoi ? Parce que s'il y a eu des violences de l'extrême droite en amont... Donc ouais, Aramburu, rappelez-vous, c'est du coup Loïc Le Priol, c'est ça, ouais. C'est Loïc Le Priol qui a sorti un gun et qui a tué le joueur de rugby Aramburu, comme ça, dans la rue. Comme as. Parce qu'il y avait une embrouille, il a pris la défense d'un mec victime de racisme, de je sais plus quoi, et du coup il est en mode genre, ah ouais, et il s'est fait buter. Voilà, il s'est fait buter à bout portant, par un mec qui avait un flingue. C'était pas un accident, le mec il lui a tiré dessus, quoi. Voilà. Joueur de rugby. Voilà, le joueur de rugby international qui s'est fait assassiner dans les rues de Paris en 2022, c'est qu'on a 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Donc la tension politique et médiatique est... Ah, c'était qu'un fusil d'assaut ? Ok, je pensais que c'était un pistolet, mais bon, ça avait à peu près même. Il a été tué par balle, quoi. Voilà, donc là, c'était pas un accident, quoi, vraiment pas. On ne peut plus forte. C'est le moment où peut-être il y a le plus la tension, encore une fois, politique et médiatique dans le pays. On a un joueur de rugby international qui s'interpose parce qu'il y a une altercation raciste entre des militants d'extrême droite du GUD, du groupe Union Défense. Non, c'est un revolver, mais mettez-vous d'accord. Non, mettez-vous d'accord, c'est un revolver. Bon, il s'est fait tuer par balle, quoi, voilà. Dont on sait, les liens avec Marine Le Pen et des cadres du Rassemblement National ne sont plus approuvés, qui décident, encore une fois, voilà, de faire une chasse à l'homme dans Paris, de poursuivre Federico Martin Aramburu, notamment à travers une Jeep, et de tirer à plusieurs reprises sur lui. Je crois qu'il y a 7 balles qui sont tirées. Là, on ne parle pas de bagarre. On ne parle pas d'affrontement entre groupes d'extrême droite et groupes d'extrême gauche, antifascistes, etc., etc. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, ah ouais, non mais attends, c'est quoi quand l'extrême droite fait des violences de rue, là c'est un problème, et quand c'est l'extrême gauche qui fait des violences de rue, là c'est pas un problème. Alors que la situation n'a absolument rien à voir. Aramburu, c'est un joueur de rugby international, il n'y avait pas de c'était pas dans le contexte d'une bagarre de rue. Vous voyez, c'est pas ça qui s'est passé. Et du coup, Loïc Le Priol, il a été chercher un gun, il a été le poursuivre pour le tuer et pour l'assassiner à main armée. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire Quentin. Quentin, et là il y a eu suffisamment de documents qui sont sortis depuis, Quentin il est venu pour aller au contact, équipé, se battre dans la rue, avec des antifas, ils sont venus à Lyon faire une descente exprès, même si Nemesis a dit c'était notre service d'ordre, c'était absolument pas leur service d'ordre, ce n'est pas comme ça que fonctionne un service d'ordre ne va pas se battre avec des antifas à 1 km de là, alors que là, à un moment différent, c'était pas le service d'ordre de Nemesis. C'est une bagarre au début ? Oui, non, mais c'est une bagarre au début, mais je veux dire, la mort de Aramburu, elle a pas pris place pendant une bagarre de rue, c'est ça que je veux dire. À la base, il y a eu une bagarre, il y a eu une altercation, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'une agression raciste. Aramburu, il s'est opposé à ça, et du coup, ça a commencé en bagarre, les mecs sont revenus pour aller le poursuivre et le tuer à main armée. Donc c'est pas pendant une bagarre de rue, il se trouve qu'un mec d'extrême droite a tué un mec d'extrême gauche, c'est pas ça qui s'est passé. C'est très différent. Voilà. Parce que là, Quentin, il était venu pour se bagarrer. Ça, c'est vraiment, ça a été une rixe. Il y a encore eu des révélations. En plus, les RG, je sais pas si c'est les RG ou la police, en fait, ont observé ce truc-là et confirment qu'effectivement, c'était une rixe. Eux, ils la surveillaient. Affrontement entre groupes rivaux, quoi. C'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. Vraiment. Et donc, le truc de Quentin, bon, il n'y avait pas à foutre un gros coup de pied dans la tête d'un homme au sol. Effectivement, c'est complètement con de faire ça. Ça s'inscrit pas dans ce qu'est l'autodéfense populaire. Mais à la base, c'est une bagarre de rue qui se barre en couille, quoi. C'est ça l'affaire Quentin. Donc je veux dire, l'affaire Aramburu avec Loïc Priol qui va chercher un flingue revient pour tuer Aramburu.
C'est pas la même chose. Voilà. On parle de gens qui font une chasse à l'homme dans Paris avec des armes à feu et qui décident de tirer à 7 reprises sur un homme pour le tuer. Il n'y a eu aucune réaction médiatique à l'époque. Oui, je me souviens très bien. Bon, à part effectivement des médias indépendants, etc. Voilà, il y a Street Press qu'on a parlé, quoi. Ceux qui travaillent sur l'extrême droite et les violences d'extrême droite et ceux qui travaillent sur l'extrême droite groupusculaire, ils ont relayé l'info, etc., etc. Mais on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a absolument pas parlé, alors que c'était à 2 semaines. C'était à 2 semaines des présidentielles. Imaginez, ça serait un truc dans l'autre sens. Voilà, un militant antifa qui arrive, qui va chercher un gun et qui tue un mec en pleine rue à Paris, 2 semaines avant les élections. Vous pensez que ça serait resté sous les radars ? Moi, je pense pas. Hein. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec l'affaire Quentin, tout simplement. Tout simplement. L'équipe en a parlé, oui, parce que c'était un joueur de rugby, mais voilà, quoi, sans ça. Mais je crois que le journal qui a le plus parlé de cette affaire, c'est l'équipe. Ouais, voilà. Parce qu'il s'agissait d'un rugbyman international, dont les positions politiques d'ailleurs n'étaient pas cachées. Federico Martin Aramburu a à plusieurs reprises pris position contre le racisme, contre différentes formes de discrimination, etc. Je crois que c'est le journal qui en a le plus parlé. Rien. Pas un mot. Pas un éditorialiste qui vient poser la question des liens, par exemple, entre le GUD et Marine Le Pen. Pas un responsable politique, Emmanuel Macron ou que sais-je, qui vient quand même s'inquiéter que dans les rues de Paris, dans les rues de la capitale, on puisse tirer sur un homme à 3 semaines de l'élection présidentielle, du premier tour des élections présidentielles, où en plus on savait que Marine Le Pen pouvait potentiellement prendre le pouvoir, etc. etc. Donc là, on s'est dit qu'il y avait un tournant. On s'est dit que la violence politique, c'était pas un problème dans ce pays, pour toute une caste politique et médiatique. Ils s'en fichaient. Le maire de Saint-Brévin a été aussi une étape. Vous savez, c'est ce maire qui avait pris position, qui a décidé de mettre en avant un peu de solidarité humaine en disant qu'il allait accueillir dans sa ville quelques personnes migrantes, etc. Et l'extrême droite n'a pas supporté ça. Il y a eu des manifestations extrêmement violentes de la part de l'extrême droite. En fait, c'est qui ce type ? C'est un député de la Nation, Raphaël Arnaud, député LFI, qui vient de La Jeune Garde, un groupe qui a été dissous depuis, un antifa lyonnais. De menaces de mort envers le maire depuis des semaines et des semaines. Le maire a alerté les pouvoirs publics. Pas une réponse, pas une protection. C'est vrai que ça, c'était fou. On en a très peu parlé. On en a très très peu parlé, mais il y a quand même un maire élu de la République qui s'est pris full menace de mort par l'extrême droite dans son patelin juste parce qu'il y avait un centre d'accueil pour migrants qui était censé être ouvert. Et personne n'en a parlé, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Pas de médiatisation non plus, jusqu'à qu'il crame sa maison alors qu'il y avait sa famille à l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Je vous disais, même moi, j'avais oublié. Franchement, on en a à peine parlé de cette histoire-là. Un maire. Si à gauche, on en a un peu parlé, mais dans les médias mainstream, personne n'a parlé du fait qu'un maire s'est fait brûler sa maison. La maison, il habite avec ses propres enfants. Il s'est fait brûler sa maison par des fachos, pour des raisons politiques. Silence radio, quoi. Silence radio. Et après, c'est en mode genre, oh oui, alors qu'il y a des groupes antifa qui veulent se défendre contre la violence d'extrême droite, c'est inadmissible, la. Oh là là, oui, voilà. Hanotin s'est fait huer. Il y a des maires qui se sont fait huer par la gauche. Alors ça, vraiment, ils tournent en boucle dessus pendant 1 mois. 1 mois. À côté de ça, il y a un maire qui se fait menacer et cramer sa maison. Silence radio, quoi. Donc oui, c'est bon qu'on arrête de nous casser les couilles, effectivement. Il y avait sa femme et ses enfants qui dormaient dans la maison lorsqu'elle a été incendiée. Et ses véhicules aussi devant. Pas de réaction de la part de la classe politique et médiatique. Il a fallu que la gauche, en bloc, heureusement, aille sur place, médiatise un peu la chose pour qu'il y ait des réactions timides de la part du champ politique et médiatique. Encore une fois, ils se fichent de la violence politique. Lorsqu'on a des militants d'extrême droite qui, presque tous les mois, se font arrêter pour des projets d'attentats, qu'il y a des caches d'armes, des militants ou des candidats du RN, je pense à Claude Simquet, qui mènent des attentats, par exemple, sur la mosquée de Bayonne, oui, qui tirent sur des personnes parce qu'elles sont musulmanes ou supposées musulmanes, qui assassinent. Ils s'en fichent, mais royalement. Du coup, la question qui est posée, c'est pas la question de la violence politique. La question, ce qui est posée, c'est l'extinction de la gauche. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ils font ça, c'est pour tenter d'éteindre la gauche, quoi. C'est un espèce de move qui se sont dit, oh, quelle super occasion de liquider la France insoumise. Et du coup, c'est pour ça que ça a été relayé dans les médias de cette manière-là, quoi. C'est quand même effectivement étonnant que le seul moment où ça y est, l'Assemblée nationale décide de s'intéresser à la question de la violence politique, c'est l'affaire Quentin. Et avant, silence radio, quoi. Peut-être qu'il y avait un intérêt, une instrumentalisation de ce fait divers, je sais pas si on peut appeler ça un fait divers, mais de cette affaire en tout cas, pour dire, ah bah là, regardez, la violence de l'extrême gauche inacceptable, tout en fermant les yeux sur la violence de l'extrême droite, mais genre H24 depuis des années et des années et des années et des années, ce qui fait que justement, si ces groupes antifa existent et vivent de cette manière-là, c'est justement parce que la violence de l'extrême droite est totalement ignorée par les pouvoirs en place. Médiatiquement, on n'en parle jamais. Et je veux dire, voilà, ils peuvent se faire un peu ce qu'ils veulent. Parfois, il y a un groupe dissous, mais rien n'est fait contre cette violence-là. Et donc, en réponse, il y a ce concept d'autodéfense populaire pratiqué par les antifas.
qui existent précisément pour cette raison-là. Et encore une fois, quand je dis autodéfense populaire, le but c'est pas d'aller tuer des fafs au pif dans la rue ou ce genre de choses, ça n'a jamais été ça. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que l'affaire Quentin, il n'y en a pas tous les 4 matins. Parce que de base, dans le mode opératoire, on va dire, des antifas comme ça, qui pratiquent l'autodéfense populaire, le but c'est pas de tuer des gens, le but c'est de se défendre face aux attaques violentes de l'extrême droite. Voilà, donc là, effectivement, ça s'est barré en couille, il y a eu un mort et c'est malheureux. Et moi, c'est un truc dont je ne me réjouis pas, encore une fois. C'est vraiment pas un truc dont je me réjouis. Mais je veux dire, c'est pas le mode opératoire des antifas. Donc tout ce narratif qui consiste à dire, regardez, les antifas, ils existent pour assassiner des gens, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, c'est arrivé quasiment aucune fois. C'est arrivé qu'une fois avec l'affaire Quentin, qui a eu un mort comme ça. Et c'est pas le mode opératoire des antifas, c'était pas le but des antifas qui étaient présents à ce moment-là de tuer quelqu'un. Ça l'était pas. Sans ça, il y aurait plus régulièrement des morts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je suis d'accord, mais concrètement, on peut faire quoi? Comment ça, contre les groupes d'extrême droite violents, etc. Bah, continuer à avoir des groupes antifas qui pratiquent l'autodéfense populaire en attendant que peut-être les gens qui nous gouvernent changent et qu'enfin on prenne ce problème au sérieux, quoi. Voilà. Mais quand je dis ça, c'est attention, c'est de pas tuer des gens. Se défendre, ça passe pas par tuer des gens et ça passe pas par foutre des coups de pied dans la tête à un homme au sol. Voilà. Ça s'inscrit pas dans l'autodéfense populaire. C'est pas le mode opératoire. Enfin, c'est pas comme ça que font les antifas historiquement. Et il y a une raison à ça. Voilà. Donc c'est pour ça que une fois que j'ai dit tout ça, c'est pas pour me réjouir de la mort de Quentin pour dire eh ben c'est très bien, il faut en tuer deux fois plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bon, en plus avec toutes les affaires qu'on sorti déjà sur le profil de Quentin, qui pour le coup était un fasciste assumé, néo-nazi de l'enfer, etc. Et qui participait à des clubs pour se former à la baston, des clubs d'extrême droite ou pour se former à la bagarre, et qui était venu pour se battre à Lyon, quoi. Vous voyez, donc c'est ça qui explique qu'il y ait des groupes antifas en face. Voilà, tout simplement. Mais ça veut pas dire il faut tuer qui que ce soit. C'est pas ça qui veut dire. Pour se protéger, il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit dans ce contexte-là. Voilà, on est en temps de paix, etc. Allez, deuxième extrait du coup. Deuxième extrait de Raphaël Arnaud qu'on va regarder avant de passer à la suite et voir un petit peu les réactions à tout ça, quoi. Il va falloir tout observer, tout. De quoi? Mais surtout que Quentin tenait debout après, entouré de ses potes nazis qui ont refusé de l'envoyer à l'hôpital. Bah, il y a cet aspect-là aussi. Alors après, bon, peut-être que s'il était allé à l'hôpital direct, ça aurait rien changé. Ça, on sait pas. On peut pas refaire le truc comme ça, quoi. Mais je veux dire, ça montre bien à quel point Quentin et ses potes qui étaient venus à Lyon, ils étaient pas venus juste pour faire le service d'ordre de Némésis. Parce qu'effectivement, il s'est relevé. Ses potes ont dit non, on va pas aller à l'hôpital parce que sinon, ça, on va se faire attraper par la police. Ils savaient que c'était même pas légal de venir se battre comme ça dans les rues à Lyon. Ils savaient qu'ils étaient dans un cadre d'affrontement, qu'ils étaient venus pour aller au contact. C'était un groupuscule qui est dans une zone très grise de la légalité. Et donc, je veux dire, le fait qu'ils aillent pas à l'hôpital derrière et que ses potes qui étaient avec lui étaient en mode genre non, on va pas aller à l'hôpital parce que ça va nous foutre dans la merde sinon, ça montre bien que c'était pas juste le service d'ordre de Némésis qui se sont fait victimes d'un guet-apens. Si ça avait été le cas, Quentin il serait relevé, il aurait été bah je vais aller à l'hosto parce que je suis blessé. Et donc ça montre bien que cette histoire et le narratif qu'on nous a vendu à la base, c'était pas ça. Il était venu pour se battre et c'est malheureux qu'il ait trouvé la mort à cette occasion. Mais je veux dire, c'est pas une question pour invalider l'antifascisme de manière générale et l'autodéfense populaire. Ça c'est clair et net. Et donc, à cet égard, et étant donné que Raphaël Arnaud ne trempe absolument pas dans l'affaire, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne puisse pas revenir à l'Assemblée nationale et qu'il doive démissionner. Voilà. Il va falloir tout observer, tout comprendre, là où ça a capoté, les responsabilités à tous les étages. Et là, effectivement, vous m'avez posé la question du ministre de l'Intérieur, qui a été d'une indécence immense, qui a osé remettre, par exemple, la responsabilité sur la France Insoumise, qui manifestement, évidemment, n'a rien à voir avec cette affaire. Bah oui, de la même manière que Raphaël Arnaud n'était absolument pas présent sur place, le lien, comme je disais au début, le lien entre Raphaël Arnaud et l'affaire Quentin, c'est l'antifascisme lyonnais. Raphaël Arnaud, c'est une figure de l'antifascisme lyonnais et de la jeune garde. De toute façon, en vrai, quand tu parles d'antifascisme lyonnais, la jeune garde, elle est toujours plus ou moins présente dans l'équation. Et donc lui, en tant qu'antifasciste lyonnais, ancien de la jeune garde, qui a été dissoute depuis, il y a ce lien-là. Mais c'est tout, le lien s'arrête ici. Déjà entre Raphaël Arnaud et l'affaire Quentin. Et en fait, du coup, vu que Raphaël Arnaud est député LFI, c'est devenu c'est la faute de LFI. Et tout le tas de mensonges en mode genre, mais oui, regardez, de toute façon, ils utilisent des antifas violents comme service d'ordre pour aller frapper des gens. Alors que c'est littéralement le contraire. C'est que c'est Némésis qui organise leur espèce d'action coup de poing à la con pour médiatiser le truc. Et à côté, il y a leurs potes FAF qui viennent faire des descentes pour se battre contre des antifas. Donc encore une fois, il y a cette espèce d'inversion accusatoire permanente et de victimisation de la part de l'extrême droite. Je parle de Némésis, je parle pas de Quentin. Je dis pas, Quentin il s'est victimisé, c'est absolument pas ce que je dis. Lui pour le coup, il est mort, donc c'est pas ce que je dis. Mais de la part de Némésis, il y a ce côté de victimisation et de la part de l'extrême droite de manière générale, cette espèce d'inversion. Là où Némésis a fait son action médiatique à la con et que derrière ils en ont profité pour que viennent des groupes de FAF pour qu'ils aillent se taper avec les antifas dans la rue. C'est devenu, le narratif, c'est regarder, LFI utilise des antifas violents en marge de leur meeting pour aller faire de guet-apens sur des jeunes patriotes qui n'ont rien demandé, quoi. Donc il y a cette dimension inversatoire, d'inversion qu'il y a dans l'extrême droite, on la voit vraiment par rapport à ça, quoi. Vraiment.
Le problème, c'est que le champ médiatique est vampirisé par les chaînes d'infos en continu qui dictent l'agenda politique et qui sont de vrais tanks idéologiques. Mais certains médias, surtout les médias indés en vrai, font le taf. À l'époque, Le Monde et Radio France avaient parlé d'Aramburu. Certes, c'était timide, mais comme par hasard, ça n'a pas été repris dans les chaînes à grande audience. Oui, voilà, c'est ça. Il y a quand même des journalistes qui ont fait leur travail là-dessus, y compris dans des médias, peut-être pas dominants, mais des médias qui sont, voilà, des médias mainstream. Je veux dire, il n'y a pas eu de grands moments médiatiques autour de ça. Clairement pas. Clairement pas. C'est su, d'ailleurs. Donc, pour parler d'Aramburu. Il le savait dès le départ. Donc c'était un mensonge puisqu'il avait ses renseignements territoriaux sur place. Il savait que c'était pas en lien direct avec la conférence. Par contre, il savait que dès le départ qu'il y avait une rixe, y compris le procureur. Enfin, moi, je vous avoue que j'ai peur et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur dans ce moment-là aussi, parce qu'il y a des défaillances à tous les étages, y compris de la part d'institutions dans lesquelles on devrait retrouver une certaine forme de neutralité. Manifestement, elle n'existe pas vraiment. Oui. Alors après, ce qu'il a fallu pour que justement ces institutions-là commencent un petit peu à redescendre et être un peu plus dans leur rôle neutre, on va dire, c'est justement tout le travail d'enquête et les révélations qui ont été faites par l'Humanité par rapport à Némésis, par Mediapart par rapport à Quentin, Street Press aussi qui a fait un bon taf là-dessus et d'autres médias indépendants. Et s'il n'y avait pas tous ces médias indépendants qui avaient fait ce taf-là justement pour établir un peu de vérité dans toute cette histoire, je ne sais pas comment ça serait passé toute cette histoire. Vraiment, je ne sais pas comment ça serait passé, mais là peut-être qu'on serait encore dans le narratif initial mensonger de Némésis et consorts, et de Frontières et compagnie, et peut-être que là, la situation serait vraiment beaucoup plus difficile à tenir, quoi. Et que cette espèce de volonté de liquider l'antifascisme, et à travers l'antifascisme LFI, et à travers LFI la gauche, qui est vraiment le but de la manœuvre médiatique qui a été faite à la base, peut-être que ils auraient un peu mieux réussi ce truc-là. Donc heureusement qu'il y a eu tous ces médias indépendants qui ont fait leur travail pour rétablir un petit peu les faits et la vérité sur cette affaire et montrer que c'était bien une rixe entre un groupe FAF et un groupe Antifa qui s'est barré en couille et un mort malheureux dans une bagarre de rue, parce que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Vous pensez qu'il y a un laisser-faire, un laisser-aller? Qu'est-ce que... un laisser-faire, c'est certain. Enfin, encore une fois, on reviendra sur la question de Lyon. Lyon, ça fait des années qu'il y avait 5 locaux d'extrême droite. Néo-nazis, néo-fascistes, royalistes, on avait toute la faune et la flore la plus radicale de l'extrême droite lyonnaise. Pendant des années, ils ont laissé faire des attaques au couteau. On est passé pas loin de morts à plusieurs reprises. Des attaques sur des locaux, des attaques sur des manifestations, des attaques sur des centres LGBT. De partout, il y avait des attaques. Plusieurs fois par semaine, voire même des fois plusieurs fois dans le même week-end. Avant tout ça, la jeune garde, hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi en partie que les antifascistes se sont montés. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu une volonté de militer sur la question antifasciste. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, juste, il se passait rien. Et lorsqu'on pointait cette question-là, les pouvoirs publics niaient. Ça a été la mairie de Gérard-Collomb, ça a été la préfecture qui a déjà menti à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a eu un décalage énorme entre ce qui s'est passé nationalement et ce qui s'est passé à Lyon. À Lyon, lors de la marche, soi-disant d'hommage à Quentin Desrentes, qui était en réalité une volonté d'affirmer pour les groupes néo-nazis que ça y est, ils prennent la rue. Oui, c'était vraiment ça. Hein. Rappelle qu'on a vu des saluts nazis. Il y a vraiment une image d'un mec qui fait des saluts nazis et son pote qui fait en mode ouais, discretos. La co-organisatrice de cette marche, comment elle s'appelle déjà? Juste là. Aliette Espieux, son mari était interdit d'aller à Lyon pour faire ce genre de manifestation parce qu'il avait été condamné pour des affaires de violence et parce que le mec est officiellement néo-nazi, quoi. Voilà. C'était ça la marche d'hommage à Quentin. Et c'est à partir de là que tout le truc a aussi commencé à se décanter, de se dire attends, mais c'était un nazi ce mec-là, on est d'accord. Avec ce truc de l'Assemblée nationale a littéralement rendu hommage à un néo-nazi assumé qui aime pas la République, quoi. Bravo. C'était ça en réalité la volonté de cette marche. Faut savoir qu'il y a personne dans Lyon quasiment. Dans des centres commerciaux comme la Part-Dieu, il y a quasiment personne. Dans le centre-ville de Lyon, les gens s'en vont parce que tout le monde sait ce qui se passe à Lyon depuis des années. On dit de Lyon qu'elle est passée de capitale de la résistance à capitale de la violence politique. C'est une formule un peu comme ça qui donne à voir aussi. On a travaillé un peu. Après, capitale de la violence politique, de quelle violence on parle, hein? Oui, capitale des groupuscules d'extrême droite, ouais. Ça, à Lyon, il y a clairement cet aspect-là. Hein. Et en plus, il y a cette espèce de décalage où quand on regarde sur les élections et sur les échéances électorales, au municipal, le RN n'a pas fait un bon score à Lyon, quoi. Donc c'est pas en mode Lyon est rempli de fachos. En vrai, il n'y a pas forcément beaucoup plus de fachos à Lyon qu'à d'autres endroits. Par contre, il y a des fachos organisés en groupuscules violents. Plus qu'ailleurs. Et du coup, malgré le fait que c'est une petite minorité, ils foutent un bordel à Lyon depuis des années. Et tous les gauchistes lyonnais en parlent, mais depuis très très longtemps. Un peu sur Lyon et la spécificité de la situation lyonnaise à Blast. Et effectivement, c'est important peut-être de rappeler
l'existence de cette fracture-là dont vous parlez et qui donne des éléments, en tout cas pour comprendre le contexte dans lequel est advenue cette tragédie. C'est ce qui vous a amené vous-même à cofonder tout à fait. la Jeune Garde en 2018 ? Il y a de l'émotion parce que cette inversion des valeurs qu'il y a eu, c'était horrible à voir sous les yeux, quoi. C'était horrible parce que, encore une fois, Lyon, c'est une situation qu'on connaît trop bien. Nous, évidemment, en tant que militants antifascistes, mais plus largement, tous les gens qui ont habité, qui ont fait des études, etc. J'ai l'air triste. Non, ça va. C'est juste que c'est un moment un peu. J'ai pas envie de faire le guignolos en regardant cette interview, quoi. Il y a un côté un peu lourd, quoi. Puis Raphaël Arnaud qui revient, ça demande un certain courage en plus, hein, tout simplement. Enfin, souvenez-vous quand l'enquête a commencé à émerger, on savait pas tout ce qu'on a su depuis, quoi. Justement, avant que la presse indépendante, les médias indépendants commencent à faire un travail d'enquête pour établir un peu les faits. Avant ça, on était tous en train de serrer les fesses vénère quand même. C'est en mode genre, attends. Qu'est-ce qui va se passer là ? Moi, franchement, j'ai flippé au début. Je t'en mode, mais c'est fini, quoi, en fait. Ils vont se servir de cette histoire pour aller dissoudre la France insoumise. Et je suis en mode, là, ça peut servir de balle pour la montée de l'extrême droite, mais comme jamais, quoi. Moi, franchement, j'étais en mode, waouh. Même, j'avais pas streamé. Alors, après, c'est un peu hasard, mais il se trouve que j'avais pas streamé juste après l'affaire. Et moi, limite, je me suis dit, vas-y, je vais attendre un peu que les choses se décantent avant de prendre la parole, parce que j'étais en mode, genre, je vais juste vouloir parler de l'affaire tranquillement, sans faire le mariole. Je vais me faire harceler, quoi. Ça va faire comme avec Charlie Kirk et compagnie. Bon, Charlie Kirk, j'avais fait des blagues de con, j'avais fait le mec edgy. Là, je comptais pas faire ça. Et à aucun moment, j'ai fait le mec edgy par rapport à toute cette histoire, vous voyez. Mais j'étais en mode genre, oh là 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 là, l'extrême droite va s'en donner à cœur joie. À cœur joie. Et au final, bon, ils l'ont fait un peu moins que prévu, parce qu'encore une fois, il y a eu tout ce travail de la presse indépendante, des médias indépendants pour établir un peu de vérité. Mais à la base, moi, j'ai vraiment flippé. J'étais en mode genre, oh là là, oh non, qu'est-ce qui va se passer ? Et je pense que j'étais pas le seul dans ce cas-là, hein. Quand l'affaire a commencé à émerger, j'étais en mode, j'étais pas bien. Moi, vraiment, ça m'a mis pas bien. J'étais en mode genre, oh là là, j'espère que c'est. Je me suis pas dit ça va être un moment de bascule, mais j'étais en mode, oula, là, ça peut être un pas un pas de plus assez conséquent dans la mauvaise direction, quoi. Voilà. C'est possible de dissoudre un mouvement politique. Non, en vrai, je pense pas qu'ils auraient pu dissoudre la France insoumise sur ce coup-là, quoi. Mais je veux dire, ce côté de. Tu vois, voilà. Je me suis dit, ça peut être un moment où on passe un peu de la diabolisation à la criminalisation. Vous voyez ? Et j'étais en mode. Moi, j'ai serré les fesses, hein. Je vous dis, j'ai serré les fesses. Oui, j'aime bien le mot décanté, effectivement, c'est mon mot du moment. J'utilise beaucoup le mot décanté en ce moment. Ça fait comme ça souvent, hein, le vocabulaire. Parfois, je sais pas, t'as un mot qui arrive, t'aimes bien l'utiliser. Pendant 6 mois, tu vas l'utiliser à tout bout de champ, puis après, tu te calmes un peu. Moi, c'est décanté, mon mot du moment. Voilà. Enfin, je sais pas, moi, je me souviens de groupes WhatsApp ou peu importe, de conversations communes étudiants où les gens disaient non, on peut pas aller dans le Vieux-Lyon. En fait, c'est trop dangereux pour les personnes. Désolé, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Mais des personnes un peu marginalisées. Voilà. C'est pour ça que j'ai l'air triste en regardant ça. C'est pas que c'est un peu en mode. Ça me rend un peu émotif, quoi. Je suis en mode genre, ouf, oh, waouh. Est-ce que tout ça sera la conclusion de toute cette séquence sur Quentin ou est-ce qu'il va y encore avoir de l'après ? Moi, je pense qu'en vrai, mon avis là-dessus, c'est que le français moyen, le fait qu'un militant néo-nazi soit mort dans une bagarre de rue, la plupart des gens se disent, ah ouais, ils se sentent même pas concernés par ça en réalité. Ils se sentent même pas concernés par ça. Ils se disent, bon, c'est les histoires de FA et d'Antifa qui se battent dans la rue, ouais, bah, il y a eu un mort. La plupart des Français ils vont juste se dire ça, et ils ont pas spécialement de sympathie pour Quentin Derengue parce que vraiment, le pédigré du gars, la plupart des Français sont pas nazis en réalité, vous voyez ? Donc il n'y a pas d'affection particulière pour le profil de Quentin parce que c'était littéralement un militant néo-nazi assumé, premièrement. Et deuxièmement, il y a ce côté bagarre de rue entre des FA et des Antifa. La plupart des Français ils voient ça comme, je sais pas, des hooligans, des ultras du PSG qui se battent avec des ultras de Marseille, il y a un mort dans la rue. La plupart des Français ils voient ça, c'est pas leurs affaires, vous voyez. C'est pas leurs affaires. Donc il y a toute l'extrême droite qui s'est dit, oh, on va en profiter pour liquider la France insoumise et l'antifascisme. Je pense que dans l'opinion publique, en vérité, cette affaire-là va pas résonner forcément pendant très très longtemps. Par contre, je pense que l'extrême droite va ne jamais s'arrêter de chier sur Raphaël Arnaud tous les jours en disant ce triple fichier S condamné pour violence volontaire en réunion est revenu à l'Assemblée malgré le fait qu'il soit complice des assassins du pauvre petit Quentin. Ils vont casser les couilles avec ça pendant des mois, pour toujours. Et à un moment donné, on va s'habituer, ça sera en mode genre, bon, oui, voilà. Ils vont commencer à parler un petit peu dans le vent, ou voilà, parler auprès des gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà d'extrême droite. Mais moi, j'ai quand même un peu l'impression, l'instinct, je dirais, que le français moyen, toute cette histoire, l'a déjà à peu près oublié. Et que ce côté, affrontement entre FAF et Antifa dans la rue, bagarre de rue, un mort, la plupart des Français, en vrai, ils se disent, c'est pas mes oignons, quoi. C'est pas mes histoires, je m'en bats un peu les couilles. Donc, je pense que l'extrême droite va jouer la carte de, il faut taper sur Raphaël Arnaud, symboliquement, au maximum, mais je pense que ça va s'arrêter là et que ça va faire comme plein de militants de gauche qui se prennent
exactement toujours les mêmes remarques dans la gueule, toujours par les mêmes mecs d'extrême droite. Tu sais que dès que tu ouvres la bouche, on va te dire la même chose, mais qu'en fait, voilà, c'est des gens d'extrême droite qui parlent un peu dans le vent. Voilà. Moi, j'ai le sentiment que tout ça va se décanter un peu de cette manière-là, et c'est pour ça qu'il faut avoir le courage, pas avoir la main qui tremble, de dire bah non, Raphaël Arnaud n'a rien à voir avec cette histoire de toute manière. On va certainement pas condamner l'antifascisme à travers cette histoire, même si cette histoire est sordide. Et Raphaël Arnaud a sa place à l'Assemblée nationale, et Siamo Tutti antifasciste. Et du coup, il faut tenir cette ligne. Et moi, je pense que si on tient cette ligne, à un moment donné, bah, les Français, ils se sentent même pas tant concernés que ça par cette histoire, et tout va bien se passer. C'est pas le moment de trembler, quoi. Voilà. Trop Et dangereux. encore une fois, quand je dis ça, c'est pas il faut se réjouir de la mort de Quentin, car il l'a bien cherché. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et encore une fois, moi, je regrette que toute cette histoire soit terminée comme ça. Il y a pas des morts dans la rue comme ça. C'est malheureux. Il y a pas à faire ça. Ouais, voilà. C'est pas de l'autodéfense populaire. Et de toute manière, il y a une enquête, donc laissons faire l'enquête à ce moment-là. L'enquête ne concerne pas Raphaël Arnaud, donc Raphaël Arnaud, bienvenue à l'Assemblée nationale, député de la nation, tu représentes un 577e de la population française, et bah viens les représenter, on t'attend. Les personnes non blanches, enfin moi je me souviens, j'avais discuté avec un ami qui était pompier, il me disait que tous les week-ends, au Violon, il retrouvait des gens lynchés au sol pour leur couleur de peau, pour leur orientation sexuelle. Le Violon, c'était le quartier où il y avait des locaux d'extrême droite, dans lesquels ils étaient le plus implantés. Donc oui, je pense qu'il y a une résonance vraiment différente à Lyon de ce qui s'est passé au niveau national. Si les gens étaient horrifiés par évidemment ce qui s'est passé, par la mort d'un jeune homme, et ça, c'est évident pour tout le monde. Je veux dire, à part des gens qui ont un problème d'empathie, évidemment que ça a choqué tout le monde. Mais ce qui a choqué aussi dans une seconde partie, c'est l'instrumentalisation qu'il y a eu autour de cette affaire. Et qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi sur ce qui se passe à Lyon. Tout à fait. Puis là, l'instrumentalisation, elle était vénère, quoi. Après que ça vienne de Némésis et Frontières, cette instrumentalisation, bon, ça nous étonne pas. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la manière. Donc tout ça a été repris sans se poser de questions par, pas l'intégralité, mais une bonne partie des médias. Surtout les chaînes d'infos en continu, etc. En particulier les médias d'extrême droite, mais ça, on commence à être habitué. Et la manière, en plus, dont, jusqu'au cœur de nos institutions, sans se poser de questions, ça a repris le narratif mensonger de Némésis, quoi. Et moi, le moment où j'ai commencé à tweeter et à pas sortir de mon silence, à me dire, bon, bah là, je vais me prononcer, et puis c'est bon, c'est quand il y a eu la minute de silence. Moi, je sais que j'avais pas. Je savais pas exactement. J'attendais un petit peu qu'on en sache plus avant de commencer à parler de cette affaire, parce que j'étais en mode genre, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et puis, bon, on savait pas ce qui s'était passé, il y avait quand même un mort, quoi. Donc, j'étais pas en mode. Avant d'en savoir un peu plus. Je vais attendre un peu, d'en savoir un peu plus avant de me prononcer, parce que je savais pas vraiment comment me positionner, en fait. Et on a le droit d'attendre 3-4 jours, le temps de réfléchir et le temps qu'il y ait un peu plus d'infos. C'est pas forcément de la couardise que de faire ça, quoi. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, la dinguerie. Et là, hop, directement, je me suis exprimé et j'en ai parlé. C'est quand il y a eu la minute de silence, quoi. Quand il y a eu la minute de silence. Alors qu'on savait déjà, ceux qui avaient observé un peu attentivement, ceux qui avaient regardé les groupes qui ont rendu hommage à Quentin Derenc, l'Action française, d'autres trucs comme ça. Il y avait déjà des infos sur lui qui étaient tombées, sur les groupuscules avec lesquels il avait traîné, etc., etc. Et il y avait déjà ce côté, attendez. L'Assemblée nationale est en train de faire une minute de silence et un hommage à un militant fasciste. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peu importe ce qui s'est passé, en vrai, juste c'est n'importe quoi que l'Assemblée nationale fasse ça sans même attendre qu'on en sache un peu plus. Alors que de la violence politique, il y en a tout le temps. Et encore une fois, quand des FAF ont noyé un arabe dans un lac à Lyon, là, je sais plus comment il s'appelait, désolé, personne n'en a parlé. Et les gens qui suivent le travail de Street Press et de tous ces journalistes indépendants qui font un travail de veille sur l'extrême droite groupusculaire, tous ceux qui connaissaient un peu ce truc-là, qui connaissent les violences de l'extrême droite, qui connaissent l'idéologie derrière ces groupuscules, normalement, quand tu vois la minute de silence à l'Assemblée, j'étais en mode genre non, ça c'est inacceptable. Quoi qu'il se soit passé, dans tous les cas, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Voilà. Tendre un guet-apens aussi, c'est de quoi? Attendez. Tuer des gens, c'est pas de gauche, on les met devant la loi. Bah, de toute façon, oui. Hein. De toute façon, il y a une enquête. Et moi, là, le truc qu'il y a à dire par rapport à ce qui s'est passé à Lyon avec l'affaire Quentin, c'est qu'il y a eu un mort, du coup, il y a une enquête, il y a des personnes mises en examen, et bah, que l'enquête et la justice fassent son travail. Évidemment. Ça, je vais pas m'y opposer. Je vais pas dire, oh, c'est une honte qu'il y ait eu des mises en examen. Bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Tu tues quelqu'un, t'es mis en examen, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Donc, je veux dire, laissons la justice faire son travail. Mais je veux dire, à côté de ça, Raphaël Arnaud n'est pas concerné par cette enquête. Donc, bienvenue à l'Assemblée, camarade. Voilà. Parce qu'il n'a rien à faire, il n'a rien à voir dans ce truc. À part le fait d'être un antifa lyonnais, effectivement. Pire que ça, si les renseignements étaient sur place et ont vu, ça veut dire que le gouvernement savait de quoi il. De quoi ? Ça veut dire que le gouvernement savait de quoi il s'agissait. Ils ont donc menti pour taper sur LFI derrière. Alors après, est-ce que le gouvernement avait directement les infos des policiers qui étaient là à cette époque ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop. Mais il y a toute une partie de la presse, y compris des gens assez sérieux, censés être sérieux comme le Figaro, qui ont dit des trucs comme genre non, ce n'était pas une rixe.
Ils ont pris la première info qui allait un peu dans le sens de Nemesis et compagnie pour dire. Enfin, je sais plus comment il s'appelle là, c'est Paul Sugui, je crois, un journaliste du Figaro, qui a bien tweeté l'hypothèse de la Rix est définitivement écartée comme un couillon, quoi. Non, mais pitié, vous êtes censés être des journalistes un peu sérieux ou pas là? Vraisemblablement, non, quoi. Aïe aïe aïe. Figaro sérieux MDR. Oui, on est d'accord, mais je veux dire, sur le papier, le Figaro, c'est pas censé être Frontière, c'est censé être des journalistes qui bossent là-dedans, quoi. Bon, après, le Figaro, effectivement, bon. Ils m'ont mis dans un article sur l'affaire de Leroy Merlin avec Frontière pour dire regardez, certains internautes ont même dit qu'ils referaient leur terrasse chez Leroy Merlin pour les féliciter d'être woke. L'internaute en question, c'était moi qui faisais du shitpost, ils ont même pas vérifié mon compte, quoi. Vous voyez, alors que c'était évident que c'était du shitpost. Donc, effectivement, la déontologie journalistique du Figaro, parfois, laisse à désirer. C'est vrai. C'est vrai. Le Figaro a pas mal changé. Après, le Figaro, ça a toujours été de droite dure et ça a toujours été de la grande merde. Hein. Peut-être un peu moins à une époque, mais quand le Figaro, il y a 100 ans, c'était pas mieux que maintenant. Hein. C'est pas mieux que maintenant. Aïe, 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 aïe. Alors, par contre, il faut qu'on reparle d'un truc aussi. C'est quoi ce visuel? Qui a fait ce visuel? Je l'ai vu tourner pas mal sur les réseaux. Qui a fait ce visuel? C'est pas possible. C'est quoi ce petit ruban là? On dirait promo moins 20% pour les fêtes de Noël à Auchan, quoi. Il y a un truc qui va pas avec ce visuel. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Soutien critique, non. Mais j'ai une critique, c'est ce visuel, il est quand même assez moche, quoi. Les 12 coups des insoumis, ouais, c'est un peu ça. Hein. Allez, là. Bon, après, je suis d'accord, hein, soutien à Raphaël Arnaud, fier d'être insoumis, oui, très bien. Ok, mais juste le visuel, il est un peu nul, quoi. Celui-là est déjà un peu mieux, je dirais. Bref. On va lire justement le tweet de Mélenchon qui s'est prononcé par rapport à ça, par rapport au retour de Raphaël Arnaud. Donc Jean-Luc Mélenchon, qu'on ne présente pas, qui nous dit sur Blast, Raphaël Arnaud montre comment ses alertes depuis de nombreuses années par lui et ses camarades antifascistes sur la montée de la violence d'extrême droite n'ont pas été entendues. LFI demande pourquoi ont-elles été systématiquement ignorées? Malgré les menaces de mort, malgré le harcèlement qu'il subit, Raphaël va assumer le mandat de député qu'il a reçu des électeurs, peut-être au service des causes du peuple. Pour être au service des causes du peuple. Son courage honore les insoumis. Et oui, il honore les antifascistes, il honore toute la gauche. Effectivement, force à Raphaël Arnaud. En vrai, ça demande du courage de revenir à l'Assemblée comme ça. Hein, parce que là, il est en train de se prendre un torrent de merde qui s'est déjà pris avec beaucoup de violence en réalité. Sachant qu'encore une fois, c'est pas lui qui était à Lyon à ce moment-là, quoi. Voilà. Et en vrai, de se faire tomber dessus par l'extrême droite comme ça, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, surtout que lui, il est nettement plus médiatique. Enfin, moi, les fois où ça m'est arrivé des trucs un peu de cet ordre-là, franchement, ça m'est pas bien, quoi. Et moi, c'est que 1% de là ce qu'a dû traverser Raphaël Arnaud, qui lui est député et beaucoup plus en porte-à-faux médiatiquement que moi, que moi, genre vraiment. Et moi, déjà, il y a des moments, j'étais pas bien. Donc, ouais, en vrai, ça demande du courage. Hein. Premier degré. Hein. Et d'ailleurs, dans les images qu'on a vues, lui, de retour à l'Assemblée nationale, il avait l'air un peu en mode genre. Il était pas tout sourire, il était pas en mode genre let's go. Il était un peu en mode genre, tu sens un peu la gravité du truc, la lourdeur du moment, quoi. C'est. Ouais. Donc force à lui. Soutien, évidemment. Ok, on passe un petit peu aux réactions maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Les réactions des politiques. Donc ouais, on va pas regarder le truc en entier. On va pas regarder l'entretien en entier. Moi, je vous invite à aller le regarder sur Blast. Apparemment, il est vraiment bien. Mais bon, je trouve que à React, je vais pas forcément ajouter une grande plus-value. Je voulais parler de ça. On va regarder plutôt un peu plus les réactions, si vous voulez, mon avis. D'ailleurs, si vous avez d'autres réactions, trucs intéressants, vous pouvez aussi m'envoyer des extraits. N'hésitez pas. Dynamique antifasciste. T'as bien timecode justement parce que là, t'aimerais que ce moment-là est intéressant. Et moi, je me permets de reposter si tu n'as pas vu passer. La dernière question avec la réponse de Arnaud sont vraiment importantes pour résumer la situation politique actuelle. Je t'ai mis le timecode. Bah parfait, merci beaucoup. Ah, nickel, voilà. On va compter sur on va faire ça collectivement avec le chat. Merci beaucoup Doc Eliam, c'est typiquement le genre de truc que... En vrai, si j'avais été plus sérieux et que j'avais bossé hier soir, j'aurais tout regardé, j'aurais noté des timecodes pour pas faire l'entretien en entier, mais regarder les moments où j'avais des choses à dire. Donc merci Doc Eliam de l'avoir fait à ma place, merci beaucoup. On va regarder du coup la dernière question avant de passer à la suite. Merci beaucoup. Je me disais c'était un peu court, j'aurais bien... J'avais la flemme, pas la flemme, j'avais pas envie de faire tout l'entretien, mais si je pouvais en faire peut-être un tout petit peu plus... très bien, merci beaucoup. Allez, on regarde ça du coup. C'est particulièrement dur parce que s'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau, que ça ne soit jamais arrivé, il le ferait. Ouais. Pour finir sur cette dynamique antifasciste, okay, on prête cette formule à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il est aussi beaucoup critiqué par cela, puisqu'elle résumerait cette stratégie de conflictualisation qu'on lui reproche, qui serait qu'à la fin des fins, ça se terminera entre eux et nous. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ah, ce fameux truc. Ça fait longtemps qu'il a dit ça. Même parler d'analyse pour ça, oui, c'est une analyse, mais c'est un truc qu'il a dit sur un plateau télé il y a 12 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus quand est-ce que c'était. C'était entre 2012 et 2017? Ou après 2017? C'était il y a bientôt 10 ans, hein, quelque chose comme ça. Salut Scorch, comment ça va? Est-ce que t'entends que j'ai changé de carte son et ma voix est plus suave qu'avant et de meilleure qualité encore? Il paraît que c'est nickel. Le son est crispy, on m'a dit.
J'ai changé de carte son, j'ai une SSL 2 Plus MK2 maintenant. Voilà. On a parlé avec Diamond tout à l'heure, mais maintenant que c'est sur le chat. J'ai acheté une SSL 2 Plus MK2 du coup. Effectivement, tu sens que les préamplis sont de meilleure qualité. Et puis un petit truc pour mettre une légère distorsion harmonique, je trouve que le son est vraiment bien. Voilà. Bon, bref. Oui, voilà, c'est en 2014 qu'il a dit 2014, 2017. Bon, c'était il y a au moins 10 ans à peu près. Et c'était une dizaine d'années. Et en fait, il a pas dit ça 10 000 fois, Jean-Luc Mélenchon. C'est juste qu'il a dit à un moment donné, c'est sur ce plateau de On n'est pas couché, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, il en a pas parlé 10 000 fois, mais c'est juste que le truc avait pas mal fait parler de lui à l'époque, et surtout, avec le recul, on est en mode genre, il avait raison en fait, il avait raison. Donc en fait, c'est plus pas mal de soutien de Mélenchon qui disent, regardez, il l'a dit à l'époque, en 2014, donc il y a 12 ans, et il se trouve que ça a l'air de se vérifier un petit peu. Voilà. Mais en vérité, il a pas non plus, il a pas rabâché ça pendant 10 milliards d'années, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Mais oui, à ce côté-là, il faut regarder un petit peu, comment dire, les grands mouvements de fond politiquement. Vous voyez, c'est pas juste se dire, telle élection, peut-être que là on pourra gagner, puis LR, là, si machin bidule, bon, ok, c'est intéressant de regarder ça, de regarder les dynamiques électorales par rapport aux campagnes, machin bidule, mais il y a aussi des grands mouvements de fond. Il y a des grands mouvements de fond qui animent les évolutions politiques, on va dire, en Europe. Vous voyez, et dans ces grands mouvements de fond, il y a quand même la perte de vitesse, on va dire, de toutes les politiques néolibérales, du bloc bourgeois, centriste, etc., que représente Macron à la perfection. Il y a ce truc où on y croit un peu de moins en moins. Il y a un truc historique où, voilà, là où dans les années 90 et le début des années 2000, c'était les années fastes du capitalisme. On était en mode genre, c'est trop bien. Notre système, il marche super bien. Tous les autres marchent pas. Vive le capitalisme. Il y avait quand même ce truc-là. Presque cette, comment dire, bon, c'est à nuancer ce que je veux dire, mais il y avait presque cette espèce de croyance béate en l'économie de marché qui fait que d'ailleurs, y compris des gens de gauche, se sont ralliés à cette économie de marché et à l'idéologie néolibérale. Je pense par exemple au mandat de Jospin où ça a privatisé, etc., etc. C'est que c'était les années triomphantes du capitalisme financiarisé et du néolibéralisme. Vous voyez ? Et là, quand même, on est en train de sortir de cette période. Bon, ça prend du temps, hein, c'est des grands moments historiques. Ça prend du temps. Mais on est en train un peu de sortir de cette période et cette espèce de bloc bourgeois d'extrême sorte est quand même en train de s'étioler sérieusement. Et là, on voit ça avec la décrépitude du macronisme et avec la grosse poussée de l'extrême droite et du nationalisme partout en Europe. Et à côté de ça aussi, alors ça dépend des pays, il y a des pays où ça se fait beaucoup moins bien, il y a des pays où ça tient à peu près le coup, comme la France, cette volonté d'une gauche de rupture aussi de l'autre côté, quoi. Et je veux dire, on peut avoir l'analyse de se dire, bon bah voilà, en essayant de remettre des choses dans le contexte historique, cette espèce d'idéologie néolibérale, centriste, etc., elle est un peu en train de s'étioler. On voit que les promesses que nous avait fait le capitalisme mondialisé ne sont quand même pas tenues pour la majeure partie de la situation. Et à partir de là, deux solutions. Soit on sort de ça par la droite, par une idéologie d'extrême droite, toujours plus inégalitaire, toujours plus de laisser-faire, avec toujours plus on va dire, de violence, mais pas de violence au sens violence de rue, quoi. Mais en se disant, bon, il faut que ça soit la loi du plus fort, de plus en plus, voilà. Faire des politiques autoritaires, anti-migration, ultra-libérales, pour sortir de cette espèce de consensus néolibéral. Donc ça, c'est une sortie par la droite, par le nationalisme et l'extrême droite, qui est en train de plus en plus avoir un discours ultra-libéral en plus. Et de l'autre côté, ça serait une sortie un peu de ça par la gauche, avec des politiques de rupture par rapport au néolibéralisme, de l'ordre de la relance keynésienne, de mieux réguler le capitalisme, faire la planification économique, etc., etc. Et donc un peu, c'est quelle porte de sortie de ce modèle néolibéral qui est en train de s'étioler ? Par la droite ou par la gauche ? Et c'est la question qui se joue. Et moi, je pense que c'est en se basant un petit peu sur ce genre d'analyse que Mélenchon, il a dit à l'époque, à la fin, ça sera eux contre nous. Un peu en mode le vieux monde, le vieux monde va finir par disparaître, et quelle porte de sortie pour ça ? La gauche ou par la droite. Et moi, je souscris à cette analyse. Effectivement. Mais attention, ça se verra peut-être pas. Peut-être qu'en 2027, ça va pas se passer comme ça. Quand il dit ça veut pas dire 2027, ça sera Bardella Mélenchon. C'est écrit dans le marbre. C'est pas ça que ça veut dire. Peut-être que non. Peut-être que on va nous faire le coup du barrage républicain dès le premier tour contre les extrêmes, que quelqu'un du bloc bourgeois va réussir à agréger autour de lui l'électorat centriste qui a peur de cette espèce de choc des extrêmes, entre guillemets, Bardella-Mélenchon, qui arriverait, qui sera un moment éminemment politique. Hein. Si on a un second tour Bardella-Mélenchon, ça sera un moment extrêmement politique, un moment de vérité presque dans l'histoire républicaine moderne, vous voyez. Et du coup, je pense qu'il y a un narratif qui est déjà là, qui consiste à dire il faut à tout prix éviter ce second tour, parce que c'est la République qui a failli, quoi. Et si quelqu'un dans le bloc central réussit à, en se basant sur ce narratif, agréger un peu l'électorat macroniste, on va dire, pour aller gratter un second tour face à Bardella, il se pourrait que cette espèce de truc de à la fin ça sera eux contre nous ne se fasse pas à l'occasion du second tour de 2027. Mais en même temps, 2027 c'est pas la fin. Mais on verra pour la suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai parlé pas mal de ça à l'UMA hier d'ailleurs, quand on parlait des candidats de droite. Voilà. Donc ça,
une fois qu'on a dit ça, ça veut pas dire c'est obligatoire, c'est écrit dans le marbre, Bardella Mélenchon second tour 2027. Non. Mais quand on regarde les grands mouvements de fond qui animent la société occidentale politiquement, c'est vrai qu'il y a ce côté où l'extrême droite monte et à un niveau jamais atteint, c'est un secret pour personne. Et à côté de ça, il y a l'étiolement du bloc néolibéral qui fait que oui, il y a un moment donné où gauche de rupture versus extrême droite, ce duel-là à venir, il va arriver à un moment donné. Et moi, je suis quasiment sûr de ça, effectivement. En 2027 ou à un autre moment, on verra. Oui. Oui, voilà, pareil. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit depuis 2012, il me semble. Nous aussi, dès les années 2010, on est plusieurs évidemment à dire attention, le fascisme revient, parce qu'on a une lecture évidemment matérialiste de ce qui est en train de se passer. On comprend qu'il y a une crise du capitalisme majeure. Qui dit crise économique dit crise sociale. Crise sociale dit qu'il y a de la colère dans la population, que les gens se retournent tout à coup vers les responsables politiques, qui leur ont fait miroiter pendant des années que ça allait être la propriété privée pour tout le monde, que tout le monde allait pouvoir vivre dignement, etc. Oui, c'est un peu ce que je disais, quoi. C'est qu'en mode la promesse de ce capitalisme heureux, ce capitalisme mondialisé et financiarisé qui permettrait d'émanciper un maximum de gens parce que c'est le modèle économique qui marche le mieux, cette promesse-là n'a pas été tenue en fait. Et là, ça fait depuis à peu près 2008 et la fameuse crise économique qui a suivi, etc., que quand même ce truc-là est un peu en train de s'effriter. Cet idéal capitaliste, on pourrait presque l'appeler comme ça, est en train de s'effriter parce qu'il n'a pas tenu ses promesses. Il suffit de regarder le monde dans lequel on vit, les inégalités qui explosent, les conditions de travail qui se dégradent. Normalement, selon ce qu'on nous disait dans les années 90-2000, juste les conditions de travail, les conditions d'existence, les conditions matérielles d'existence des travailleurs et de tout le monde auraient dû aller en étant de meilleur en meilleur, quoi. Vous voyez ? Et au final, non. Au final, ça ne marche pas. Ce n'est plus le cas. Et donc, dans cette période de crise... Ça marchait un peu dans les années 80, pour le coup. Moi, la génération de mes parents, effectivement, ça a un peu marché pour eux. Mais c'est fini. Peut-être que cette parenthèse n'était... Peut-être que cette séquence-là, où on pouvait accéder à l'immobilier uniquement par son travail, s'élever socialement par son travail, sans avoir besoin de l'héritage de qui que ce soit, peut-être que tout ça n'était qu'une parenthèse, finalement, en fait. Voilà. C'était pas le fonctionnement normal de notre capitalisme. C'était une parenthèse où les étoiles étaient alignées pendant une courte période et uniquement en France et en Occident. Hein, voilà. Si on parle, je sais pas, du continent africain ou d'Amérique du Sud ou en Asie, etc., c'est pas du tout la même chose. Hein. Mais ouais. Voilà. C'est cette époque des années 70, 80, 90, on va dire, l'époque de la génération de mes parents, c'était pas le fonctionnement normal de ce capitalisme, de ce modèle capitaliste. C'était plus une parenthèse. Qui n'avait pas vocation à durer dans le temps. Et là, c'est en mode les égalités de patrimoine explosent et on est de retour dans un système qui nous fait penser un peu à ce qu'il y avait au 19e siècle, quoi. Et c'est pas ça l'anomalie dans le système. L'anomalie, c'est que le système est plus ou moins bien fonctionné pendant quelques décennies en France, quoi. Forcément, il y a une crise politique qui débouche et les élites politiques, économiques en premier lieu, cherchent des alternatives pour pouvoir poursuivre cette exploitation économique et s'enrichir toujours plus. C'est ça en réalité leur objectif. Oui. Et donc il n'y a pas mille solutions que le fascisme. Évidemment que il n'y a pas de meilleure solution que l'autoritarisme, que le racisme, pour légitimer, pour asseoir leur possibilité de poursuivre l'exploitation de l'être humain sur l'être humain et s'enrichir toujours plus. Oui, tout à fait. Hein. Bon, c'est un peu le truc de... c'est une formule qu'on utilise assez souvent et qui, moi, je trouve, fonctionne assez bien, de dire que le fascisme, c'est la roue de secours du capitalisme en crise. Tout à fait. Parce que sinon, la société, elle craque et à l'inverse, on chercherait d'autres alternatives que le capitalisme, que cette société-là. Et donc, oui, et je pense que c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà eux ou nous. Par contre, à tous ceux qui penseraient que d'exprimer cette formulation, ce serait participer au clivage en cours, que du coup, de façon soit voulue, soit non voulue, on propulserait l'extrême droite à la place où elle est, etc. Mais ils sont fous, les gens. Il y a plein de pays où il n'y a pas de gauche radicale au pouvoir, ou même en état de résistance, etc., où ça s'opère aussi. Bah oui, dire c'est la faute à LFI si l'extrême droite monte parce qu'ils veulent que ça soit LFI contre RN et c'est leur stratégie politique de faire monter le RN exprès pour pouvoir se battre contre eux et se présenter comme des antifascistes. C'est con, vraiment cette analyse n'a aucun putain de sens et c'est complètement con parce qu'il suffit de regarder nos fameux voisins européens pour se rendre compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'extrême droite qui arrive au pouvoir en Italie, Giorgia Meloni, qui se présente comme qui se présente pas mais qui est présentée par beaucoup comme une post-fasciste. Vous voyez, elle n'a pas eu besoin d'une gauche forte pour arriver au pouvoir en Italie. Il n'y a pas de gauche radicale en Italie. La gauche institutionnelle, je dis, il y a plein de gauchistes en Italie, de gens qui luttent et de camarades. Évidemment qu'il y a plein de camarades italiens. Siamo tutti antifascisti, c'est italien d'ailleurs, c'est pas un hasard. Mais je veux dire, la gauche institutionnelle en Italie,
il n'y a pas d'équivalent de LFI là-bas, quoi. Et est-ce que du coup l'extrême droite ne monte pas parce qu'il n'y a pas LFI pour les faire monter? Non, c'est absolument faux. Cette analyse-là, c'est une analyse du bloc central, une analyse de Macronos, de l'extrême centre, qui est en mode genre, oh regardez, il y a comme nous qui sommes légitimes à gouverner, et en fait l'extrême gauche, c'est la même. C'est l'autre face de la même pièce que l'extrême droite, et en fait, c'est eux qui font monter le fascisme. N'importe quoi. Qui déroule le tapis rouge à l'extrême droite depuis qu'il est au pouvoir? Emmanuel Macron de ce fameux bloc central. Donc faut arrêter les conneries, quoi. Salut Setzer, comment ça va? Qui dit ça? Bah les centristes de plateau télé, les Macronos et compagnie. C'est leur narratif, quoi. C'est leur narratif. Mais c'est un narratif de con, on peut le dire. S'opère. Aux États-Unis, j'ai pas l'impression que Donald Trump... Oui, Mélanie, elle est en difficulté. Alors je voulais lire un article de Romaric Gaudin là-dessus. Romaric Gaudin qui a l'air de pas mal traiter les sujets en rapport avec l'Italie en ce moment pour Mediapart. Romaric Gaudin, trop cool. Moi j'aime vraiment trop ces articles-là, ce gars. Et ouais, elle s'est pris un peu une défaite électorale, elle est fragilisée dans son pouvoir, et donc du coup, réaction, elle veut changer la loi électorale pour continuer à être réélue. Sachant qu'elle voulait déjà faire une réforme constitutionnelle avant cette histoire, il me semble, pour pouvoir changer le mode de scrutin et conserver le pouvoir. Et là, du coup, Giorgia Meloni, elle a l'air de vouloir vraiment partir là-dessus, quoi. Ce qui est évidemment une pratique autoritaire du pouvoir. Vouloir changer la constitution pour rester au pouvoir. Ok, Vladimir Poutine, j'ai envie de dire. Trump, lors de la dernière présidentielle, schisme s'opère. Aux États-Unis, j'ai pas l'impression que Donald Trump, lors de la dernière présidentielle, ait dû faire face à une gauche un peu forte sur ses appuis. Et non. Pas du tout. Ah. Il a fait face à ce qui se fait de classique chez les libéraux, etc. Et pour autant, le processus fasciste est en cours. Oui, pareil en Italie, hein. Javier Milei, c'est pas parce qu'il y avait une extrême gauche ou je ne sais quoi qu'il a pu accéder au pouvoir en Argentine. Au contraire, c'est sur le rejet de la gauche centriste qu'il a aussi réussi à gagner. Alors après, c'est différent, parce que là, c'était une gauche centriste, certes, mais c'était une gauche centriste qui a été au pouvoir pendant 20 ans en Argentine. Donc il y avait une forme de dégagisme qui s'est fait contre ce centre-gauche et qui a profité à Javier Milei en mode, bon bah voilà, perdu pour perdu, on va élire un zinzin, on verra ce qui se passe. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, en Argentine. Mais il se trouve qu'après, il y a eu d'autres élections, et la gauche, qui n'était plus les sortants, parce que c'était Javier Milei qui était déjà au pouvoir, a pas réussi à faire des bons scores aux élections, parce qu'ils sont restés sur cette ligne centriste. Et une ligne centriste, une ligne molle, qui consiste à dire votez pour nous, parce qu'il vaut mieux voter pour nous que pour les fachos, ça ne fonctionne pas. Il faut une vraie contre-proposition, il faut une gauche combative, une gauche de lutte, une gauche de rupture, vous appelez ça comme vous voulez, mais sans ça, point de salut pour combattre le fascisme. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'on dit très souvent à gauche, je suis pas le seul à le dire. Je trouve que les 99% de la gauche, de la vraie gauche, on va dire, est d'accord sur cette analyse. Voilà. Et effectivement, aux États-Unis, c'est aussi une analyse qui est faite beaucoup, de se dire c'est pas l'establishment démocrate qui essaye de se mettre comme rempart à Trump sans autre projet que le projet trumpiste, sans autre projet que de dire on est contre Trump. C'est pas comme ça qu'on battra Trump et l'extrême droite aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute une partie de la gauche américaine qui essaye justement de, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, de inciter le Parti démocrate à mettre un coup de barre à gauche, d'être sur une ligne plus proche de celle de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, parce que sans ça, ça va être dur de faire reculer le fascisme américain, quoi. Et d'ailleurs, quand Joe Biden a été élu face à Donald Trump, que Donald Trump n'a pas pu être réélu, et ben en vérité, sur ses thèmes de campagne et dans son programme, c'était plus à gauche que Kamala Harris. Pourquoi? Parce que Bernie Sanders, qui avait fait la primaire démocrate, c'était montré comme étant un incontournable au sein au sein de l'électorat démocrate en réalité, parce qu'il était quand même finaliste face à Joe Biden, même s'il a perdu, mais il a pu peser un petit peu, il a pu inciter un peu Joe Biden, au moins dans ses thèmes de campagne et un peu dans son programme, même si dans l'exercice de son mandat, Joe Biden, il a été très centriste et nul. Vous voyez, au moins il avait quelques petites propositions qui allaient un peu plus à la gauche, parce qu'il y avait Bernie Sanders, vous voyez, qui pesait dans la balance. Et il se trouve que quand le Parti démocrate a envoyé Kamala Harris parce que Joe Biden était trop vieux et qu'ils avaient aucun programme un peu stylé, aucune contre-proposition à Trump à part dire bon bah on va essayer d'être le plus centriste possible pour être consensuel face à Trump et ça va marcher. Et bah non, ça n'a pas marché. Là-dessus, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Raphaël Arnaud. Ouais, Mamdani aussi. Mamdani, c'est quelque chose de cet ordre-là. Après, le contexte est différent parce que c'est l'élection new-yorkaise, mais ouais, de fou. Si la gauche assume pas le fait d'être de gauche pour de vrai et avec un vrai projet de gauche, ça ne mènera nulle part et on a assez d'exemples différents qui nous amène à penser qu'on a raison quand on dit ça, quoi. Voilà. Donc c'est une erreur, mais immense, de penser que ce serait à cause d'une gauche ferme sur ses appuis que le fascisme prendrait de l'ampleur. Pas du tout. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que plus la gauche est solide sur ses appuis, plus il y a des gens qui peuvent se reposer là-dessus, peuvent se saisir de ça pour être en capacité de résistance et donc de limiter la casse, d'éviter que l'extrême droite prenne le pouvoir, d'éviter que l'autoritarisme prenne de plus en plus le virage qu'il est déjà en train de prendre, mais en tout cas de façon plus forte, et surtout offrir des alternatives. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut aux gens, je suis le premier à lutter contre l'extrême droite pour ce qu'elle est, etc. Mais à un moment donné, faut proposer autre chose, proposer des alternatives à cette société-là.
Et donc pour ça, faut une gauche qui soit solide sur ses appuis et qui soit en capacité d'amener toutes ses possibilités en tout cas. Merci beaucoup, Raphaël. Carré, hein. Carré, hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui, hein. Là-dessus. Bon, de toute façon, là-dessus, je pense que tout le chat est à peu près sur la même ligne, hein. Mais il l'a bien formulé, c'est très bien. Quand je repense à des tweetos d'extrême droite dire « J'ai commencé à regarder l'entretien de Raphaël Arnaud, on voit bien que ce mec-là est un débile qui ne sait pas parler. » Bon, moi je trouve que non, c'est pas un débile et je trouve qu'il parle bien, au contraire, hein. Alors vraiment, on n'a pas vu la même interview, hein. Arnaud, pour cet entretien. Hein, le braque, on n'a pas vu la même interview, le braque. Qu'on a compris pas simple pour vous dans le contexte actuel. Merci à vous. Tu m'étonnes. Aïe, 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 aïe. Ok. Force à Raphaël Arnaud, hein. Évidemment. Donc maintenant, je vous propose, histoire de continuer, de regarder un peu les réactions des politiques. Voilà. On va commencer avec CNews et Jordan Florentin en direct de l'Assemblée nationale. C'est parti. Qu'il y ait un Léfi en plus, c'est jamais une bonne nouvelle au sein de l'hémicycle. C'est trop marrant ça. Prisca Thévenot, ça la dérange pas de répondre à Jordan Florentin. Jordan Florentin, quand même, il avait son passe sanitaire au nom d'Adolf Hitler il y a pas si longtemps. Depuis quand, lui, il est considéré comme un journaliste crédible, en fait, Jordan Florentin? Il y a pas très longtemps, quand même, Frontière venait foutre la merde à l'Assemblée nationale. Il y a eu toute la CGT des assistants parlementaires, parce que les assistants parlementaires, c'est pas des élus, c'est des travailleurs de l'Assemblée nationale, c'est des salariés de l'Assemblée nationale, et donc du coup, ils peuvent se syndiquer. Il y a un syndicat CGT collaborateurs parlementaires, si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis de la merde, hein. Peut-être que je déforme un peu. Et donc du coup, il y a eu toute une action en mode genre, mais barrez-vous, Frontière, vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des fouilles merde, on veut pas de vous à l'Assemblée nationale, quoi. Et ça avait été plutôt... La plupart des députés étaient plutôt sur cette ligne-là, quoi, à se dire non mais ces gens-là n'ont rien à faire à l'Assemblée nationale, c'est pas des journalistes, quoi. C'est une espèce de propagandistes de bas étage ridicule, quoi. Mais il se trouve que maintenant, CNews a une émission 100% Frontière, du coup ils sont en mode genre ah non, hein, quand c'était Frontière tout seul, effectivement on trouvait qu'ils avaient rien à foutre ici parce que c'était pas des journalistes, mais maintenant qu'ils bossent pour CNews, il est légitime à venir casser les couilles. Aïe, 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 aïe. Oui, ça veut rien dire la carte de presse, certes. Mais pourquoi non les vannes là, Éric Tegner qui est juste ici et Jordan Florentin, donc un peu les deux figures les plus importantes de Frontière. Pourquoi on les vanne sur leur carte de presse? C'est pas parce qu'on peut être un journaliste indépendant qui n'a pas de carte de presse. Il y a aucun souci avec ça, évidemment. La carte de presse n'est pas garante d'un bon journalisme. Il y a des gens qui ont une carte de presse, c'est à peine des journalistes. C'est une espèce de propagandiste de bas étage nul à chier avec aucune déontologie. Il y a des journalistes indépendants qui n'ont pas de carte de presse et qui sont des très bons journalistes, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on les vanne quand c'est Jordan Florentin et Éric Tegner? Parce qu'ils étaient en mode genre, non, nous sommes des vrais journalistes, nous avons des cartes de presse, nous, à Frontière, contrairement à vous. Nous, des idéologues et des propagandistes, n'importe quoi, on est des vrais journalistes, on a des cartes de presse, c'est vous les idéologues, lol. Ils n'ont pas de carte de presse. Parce qu'on leur a refusé de leur donner une carte de presse. Voilà. Donc c'est plus... Parce qu'ils se font passer tout le temps pour étant des vrais journalistes très officiels avec des cartes de presse qu'on peut se foutre de leur gueule parce qu'ils n'en ont pas une. Voilà. S'ils n'avaient rien dit, on se foutrait pas de leur gueule. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Même Marine Le Pen a déjà désavoué Frontière quand ils avaient dox la sœur de la petite qui s'est fait tuer parce qu'elle votait à LFI. Oui, c'est le genre de méthode que fait Frontière, hein. Donc ça, oui, il y a eu un fait divers horrible avec une adolescente qui s'est fait tuer dans un parc atroce. Et donc du coup, il y a deux personnes qui avaient été pas mis en examen mais qui avaient été mis en garde à vue pour témoignage parce qu'il se trouve qu'ils étaient dans le parc au même moment. Hasard total, ils étaient juste dans le parc où il y a eu un meurtre, il y a eu un assassinat qui était horrible. Et il se trouve que c'était un couple, je crois, ou je sais plus, ils étaient deux, il y avait une meuf et un gars, et le gars était arabe. Et donc du coup, il y a eu des fuites policières qui ont été faire fuite à Frontière pour dire ah là là, ah non, je mélange deux trucs, parce qu'il y a deux affaires pour cette histoire-là. Et donc il y a des policiers qui ont fait fuiter l'info pour dire regardez, il y a un des suspects, il est arabe. Son nom, il a un nom arabe. Donc du coup, Frontière a dit oh là là, encore un arabe sous OQTF qui tue les Français blancs, bizarre. Le temps qu'ils publient l'information, Frontière, en fait, les deux étaient sortis de garde à vue et totalement innocentés parce qu'il y avait des alibis. Et il se trouve qu'ils étaient juste dans le parc par hasard à ce moment-là. Et en fait, c'était absolument pas lui le meurtrier. Et derrière, ils ont trouvé le meurtrier qui était un Français blanc. Voilà. Donc Frontière, bravo votre déontologie journalistique, hein. Aller mettre en danger quelqu'un et le jeter comme ça, son nom sur la place publique, alors qu'en fait, il a été innocenté dans les heures qu'on suivit et que c'est juste un témoin dans l'histoire. Vous voyez? Donc, déjà, il y a eu ça. Et sur la même affaire, en plus, Jordan Florentin a été trouvé des posts de la sœur de l'adolescente qui s'est fait tuer, alors que sa sœur vient de se faire tuer en disant regardez, c'est une LFiste, c'est une gauchiste. Et bah j'espère que voilà, hein, c'est à cause d'elle qu'on importe des arabes par milliers que sa sœur est morte. Voilà, Jordan Florentin s'est permis de dire ça, quoi. Voilà. De la sœur d'une personne qui vient de se faire assassiner dans un parc. Et effectivement, même Marine Le Pen est en mode genre oulala. Même Marine Le Pen. Hein. Et après le meurtrier, il disait oui, il est blanc, mais il a un survêt, donc il a arabisé. Oui, c'est ça, il est en mode genre regardez, il parle comme une racaille. Il porte des survêts, il parle comme une racaille. Ça, c'est les blancs, à force de traîner avec des arabes, ils sont islamisés, c'est plus vraiment des blancs, quoi. C'est vraiment, Frontière, c'est des putains de zinzins. Et des gros blaireaux nuls à chier aussi, accessoirement. Et Jordan Florentin m'a bloqué sur Twitter. Il a peur de moi.
Qu'il y ait un LFI en plus, c'est jamais une bonne nouvelle au sein de Oh ta gueule l'hémicycle. toi. Maintenant, je pense que le sujet qui se pose, c'est est-ce que la LFI va enfin prendre ses La LFI, non, on dit la fille ou LFI, on dit pas la LFI. responsabilités par rapport à toutes les dérives qu'il y a en son sein. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui poser comme question. Et c'est à ça qu'aujourd'hui Mathilde Panot, en tant que présidente du groupe LFI, doit pouvoir répondre. Maintenant, dans Ouais, Prisca Thévenot fait du Prisca Thévenot. Ah, les filles sont très problématiques. Hein. Franchement, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose hein, pour arrêter d'être aussi problématiques. Hein. Tu parles à Jordan Florentin, ta gueule, genre. T'as vraiment envie de tenir un discours comme ça face à Jordan Florentin de Frontières? T'as l'impression d'être responsable et républicaine quand tu fais ça? Elle s'en bat les couilles, hein. Prisca Thévenot, de toute façon, elle est finito. Dans un an, tous les macronistes vraiment très très associés à la Macronie, ils auront pas de porte de sortie. Hein. La Macronie est en état de décrépitude très avancée. Et Prisca Thévenot, le seul truc qu'elle a pour vaguement exister, c'est continuer à chier sur la FI. Mais ça ne marchera pas à long terme. Voilà. point de vue de la morale, la question se pose de la France insoumise et de leur position par rapport à Raphaël Arnaud. Le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée, une bonne nouvelle? Excellent. Yes, let's go. Attends, c'est qui? C'est pas Gabrielle Catala? C'est elle? Je suis pas tout à fait sûr. C'est elle? Gabrielle Catala? C'est elle, effectivement. Donc c'est une députée LFI, elle est en mode genre. Excellente nouvelle, elle a raison. Je pense que c'est une raison. mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut regarder la responsabilité des partis politiques comme celui de Gabriel Attal qui ont appelé à voter LFI. Alors je vais dire c'est qui lui, mais non, c'est un RN. C'est RN. Ils ont un seul discours, le RN, c'est regardez, Gabriel Attal et les macronistes sont alliés avec LFI car ils ont fait le barrage républicain contre nous. Putain, je voulais être ministre, ça fait chier. Ou au moins secrétaire d'État, j'ai pas pu parce qu'il y a eu le barrage républicain contre nous. Les électeurs des Français peuvent pas nous piffrer, ils préfèrent s'allier entre eux même s'ils s'aiment pas. Tout sauf Bardella à l'Elysée. Donc oui, je sais pas qui c'est, mais c'est un RN, c'est sûr. Aux dernières élections législatives, Raphaël Arnaud était élu dans une circonscription face au Rassemblement national suite à l'appel de Gabriel Attal et de nombreux membres du bloc central. Bah ouais, normal. Siamo tutti antifascistis, un antifa, il a été élu face aux fascistes. Bah oui, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. D'appeler à voter contre le Rassemblement national, donc ils sont responsables du retour de Raphaël Arnaud sur ses bancs. Ok, ouais, le cancel par association de l'association de l'association. Lui, sa take, c'est Gabriel Attal doit démissionner, c'est de sa faute si Raphaël Arnaud est à l'Assemblée. Il a du sang sur les mains, Gabriel Attal. Gabriel Attal qui, par ailleurs, fait des dog whistles où il dit il faut parler de la France aux Français. Il cite Drummond, hein. Drummond, idéologue historique de l'extrême droite et de l'antisémitisme français. Il cite Drummond comme ça dans un discours, et c'est pas assez d'extrême droite pour monsieur du Rassemblement National. Attal reste un putain de gauchiste parce qu'il a fait le barrage républicain, il a fait un accord électoral dans son propre intérêt aussi pour maximiser aussi à lui son nombre de sièges. Non mais ça va quoi, il tourne en boucle là-dessus, Bah tu sais quoi, les prochaines législatives, il va se passer un truc un peu de cet ordre-là aussi. Voilà, et ça sera bien fait pour vous. Je pense que c'était pas normal qu'un triple fichier S puisse siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. La France insoumise assume c'est ça, qu'ils assument de siéger avec des délinquants, ils assument de siéger avec un fichier S. Je pense surtout que c'est aux électrices, aux électeurs de sa circonscription et un petit peu partout en France de la France insoumise de se rendre compte de la gravité de faire siéger un triple fichier S sur les bancs de l'Assemblée nationale. Triple fichier S, ça veut pas dire que t'as été condamné à quoi que ce soit. Hein. Donc encore une fois, il reprend les éléments de langage de Frontières et CNews. Hein. Voilà. National. Je pense pas qu'une absence de... Oui, triple coup de force, j'ai pensé aussi. Triple coup de force. Triple coup de force. Triple coup de force. La manœuvre est grossière. Coup de force sur le monde du travail. Voilà, j'espère que vous avez la ref. À peine 2 mois. C'est qui elle? Bah, CNews, ils ne mettent pas l'identité des gens qu'ils interviewent. À aucun moment, ils ont mis des bandeaux. C'est fou, hein. Donc nous, on les connaît, on sait qui est Prisca Thévenot. Lui, on a deviné que c'était un mec du RN, mais je sais pas qui c'est, mais c'est sûr que c'est un mec du RN. Et elle, on sait pas non plus qui c'est. Ah bah bravo, hein. Ah, du grand journalisme. Hein. 100% Frontières, 100% débile, ouais. La pire émission du PAF. Je pense pas qu'une absence de à peine 2 mois. C'est la meuf RN qui a un mari hooligan nazi? Ah ouais? C'est elle? Cette dame est RN? Ah oui, c'est la vice-présidente du groupe là, qui est mariée avec son assistant parlementaire était juste s'est fait virer parce qu'il disait des trucs genre il faut brûler Elisabeth Bornstein, c'est elle? Ou je confonds? Elle est LR, IMO? Bon, on va voir. Mois pourra faire oublier son... C'est Tiffany Jancourt. Ça a l'air d'être elle. Tiffany Jancourt, députée identitaire au mari hooligan néo-nazi. Non, j'ai confondu, c'est pas Tiffany Jancourt que je pensais. Ok. Donc c'est une meuf mariée avec un néo-nazi, vous me le confirmez? Meuf du RN mariée avec un néo-nazi? Bah bravo, hein. C'est du propre, hein. Aïe 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 aïe. Les liens qui sont évidents avec la jeune garde. Il devrait avoir honte, il devrait évidemment démissionner. Et c'est pas en
en disparaissant quelques semaines que ça fera oublier ces liens justement avec l'extrême gauche la plus violente. Raphaël Arnaud est un député qui utilise son mandat comme une tribune personnelle et un outil de provocation. Bah non. Après, utiliser son mandat de député comme une tribune, il y a 577 députés en France, à part ceux qui branlent rien et qui prennent jamais la parole à l'hémicycle, ils font tous ça. Hein. Voilà. Sans en assumer le travail de fond. Ah bon ? Bon, je trouve qu'il travaille de fond. Tu connais un travail de fond de parlementaire ou pas ? T'as pas l'air de bien t'y connaître. Il n'a pas sa place à l'Assemblée, car il ne respecte ni les règles, ni l'esprit. Bah si. C'est nos impôts qu'il paye 7600 par mois. Moi, je suis content de le payer 7600 par mois. J'en suis fier. J'en suis très fier. Ces propositions, comme la gratuité des parkings à l'hôpital, sont des gadgets, pas des textes de fond. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Écoute, c'est ton avis, ça, mec. Ça, c'est ton opinion personnelle. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il fait du bon boulot. Et je pense que le groupe parlementaire LFI fait du bon boulot et c'est des bosseurs à l'Assemblée nationale. Hein. Ils font plein de propositions de loi, tatata, et voilà. Hein. Ils bossent tout aussi bien, voire mieux que les autres. Vraiment. Bref. Quoi d'autre ? Allez, vous voulez voir un peu de Pierre Cazeneuve ? Alors déjà, depuis quand il a des cheveux, Pierre Cazeneuve ? Il était quasiment chauve et là, maintenant, il a des cheveux. Il était en Turquie ? Il a changé de coiffure ? Moumoute ? Je pense pas que ça soit une moumoute. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous pousse à dire que que Jordan Florentin porte une moumoute ? Ah non, quand tu vois ça, ça se voit que c'est pas une moumoute là pour le coup. Ou alors la moumoute est vraiment bien faite. Ça a pas l'air d'être une moumoute. Je confonds avec Bernard Cazeneuve ? Non, lui de base il est chauve. Donc je sais pas ce qu'il a fait. Soit il a trouvé une coupe qui. Mais en tout cas, bien joué. Franchement, bien joué. Voilà. Je dis même pas ça pour se foutre de sa gueule. Parfois il y a des gens qui sont en mode mais il est chauve lui. Et puis après, ça se voit qu'ils essaient de cacher leur calvitie en mode genre. Ça le fait pas, hein. Mais je trouve que c'est plutôt bien réussi sur Pierre Cazeneuve. Voilà. Donc je disais pas ça pour le vanner et critiquer sur le physique, absolument pas. Mais j'étais étonné de voir qu'il était vraisemblablement plus chauve. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. Bravo. C'est peut-être Maud Bréjon qui lui a conseillé. Maud Bréjon qui a des beaux cheveux, hein, pour le coup. Je dis ça parce que c'est le mec de Maud Bréjon. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, mais moi c'est ma théorie. Alors là, c'est un moment presse people. C'est ma théorie. Maud Bréjon, elle a des beaux cheveux pour le coup. On peut pas dire le contraire. Regardez, ça se voit qu'elle prend soin de sa coupe de cheveux. Il y a du volume, il y a de la couleur, des petites frisettes, ça se voit qu'elle prend soin de ses veuches. Elle a des beaux cheveux, vous voyez. Et je sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, mais moi ma théorie c'est que depuis qu'ils sont ensemble, Maud Bréjon lui a dit faut que tu fasses quelque chose, Pierre, sur tes veuches, là ça va pas, regarde, moi j'ai des très beaux cheveux, je vais te donner conseil, fais cette coupe là, je t'emmène chez un petit coiffeur visagiste dans le 8e arrondissement, tu vas voir, il est super. Et c'est carrément réussi, hein. Franchement il a amélioré considérablement sa coupe de cheveux, donc je tiens à dire bravo, moi je suis content. Voilà, c'était même pas pour le vanner, un premier degré, j'étais étonné de voir, j'étais en mode mais attends, il y a eu un petit glow up là. Qu'est-ce qui s'est passé capillairement ? Il a bien géré sa game, il a bien géré son truc, hein. Et c'est peut-être depuis qu'il sort avec Maud Bréjon qui elle a des beaux cheveux, bah voilà, bravo. Donc comme quoi, hein, ce truc de les mecs hétéros, ils savent pas prendre soin d'eux, ils ont besoin d'une meuf pour leur dire un peu comment prendre soin de leur look, ça se vérifie, hein. Ça se vérifie, hein. Par contre, c'est quoi ce son là ? LCP ? Écoutez le son. Moi, je trouve qu'il y a une certaine forme d'indignité, pour être tout à fait, surtout que lui ne devait pas démissionner, à la rigueur, c'est malheureux. Bon bah je suis désolé Pierre Cazeneuve, on n'entend pas ce que tu dis. Donc on aura parlé de tes cheveux, avec respect, mais on pourra pas réagir à ta prise de parole. C'est trop. J'essaie d'écouter, non, la flemme. On entend R, c'est pas grave. Il y a le bon petit V par contre. Alors, il y a le bon Pivet, intéressant de savoir ce qu'elle a à dire parce que Yael Braun-Pivet, c'était la présidente de l'Assemblée nationale quand cette minute de silence honteuse à Quentin de Ranc a été faite, quoi. D'ailleurs, elle a dit oh oui, si j'avais su, ouais, je sais pas. En vrai, moi j'aime pas trop Quentin de Ranc parce qu'il était quand même néo-nazi. J'aime pas les nazis, mais bon, après c'était un truc sur la violence politique. Non, je peux pas dire que je le regrette, mais quand même, c'est vrai que bon, ouais. Voilà, elle a été extrêmement molle dans sa prise de parole derrière, alors que bon, en qualité de président de l'Assemblée nationale, 7 minutes de silence, c'est quand même de sa responsabilité, et c'est une putain de honte. Vous réagissez au retour de Raphaël Arnaud dans l'hémicycle aujourd'hui ? Ah bah écoutez, moi je ne l'ai pas vu, je ne regarde pas les députés pris individuellement, donc je ne savais même pas qu'il était revenu dans l'hémicycle. Après, c'est un député de la nation, j'ai toujours dit qu'il n'y a personne d'autre que les électeurs lors d'une élection législative où un magistrat peut interdire et démettre un député de ses fonctions. C'est vrai, non mais oui, là, je suis d'accord avec elle. Hein. Elle est en mode genre, quand t'es député, les électeurs t'ont mis là, t'as le droit d'être à l'Assemblée nationale, sauf si t'es confronté à la justice et qu'on t'interdit d'être député.
par une décision de justice, par rapport à des magistrats. On attend le mai. Pour l'instant, ok. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités avec sa conscience et voir s'il peut encore siéger dans l'hémicycle et de représenter la nation. Ok, bon, il a pris la décision, Raphaël Arnaud, il a dit oui. Oui, je peux continuer à être député. Ok, bon, ok, d'accord. Il a trouvé sa place. Est-ce que j'ai dit ça un quart de seconde, madame? Non, mais... Bon, bah voilà, donc ne me posez pas cette question, je suis désolée. Bah, t'as un peu dit ça quand même, t'as dit, c'est lui qui choisit. Il fait comme il veut, hein, il n'est pas condamné, il est élu, donc il a le droit. Bon. Mais alors, on lui reproche quoi concrètement? Bah, du coup, parmi les mises en examen dans l'affaire Quentin, il y a un assistant parlementaire à lui. Voilà, c'est ça qu'on lui reproche. Mais lui, il trempe absolument pas dans cette affaire. Et l'assistant parlementaire, pour le coup, bah là, vu qu'il est mis en examen, il est plus assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc à partir du moment où l'assistant parlementaire n'est plus assistant parlementaire, Raphaël Arnaud, il trempe pas dans l'affaire, il est pas inquiété par la justice dans cette affaire, il a pas de lien avec cette affaire, il n'était pas du tout là à ce moment-là. Donc il peut continuer à être député, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors vraiment, t'es un Lyonnais antifasciste, tu n'as plus le droit d'avoir aucun mandat parce qu'il y a des Lyonnais antifascistes dans une bagarre de rue avec des faf qu'on a amené à la mort de Quentin. Mais bon. Je viens d'exprimer la position de président de l'Assemblée nationale qui était la mienne et donc c'est à lui de juger s'il peut continuer à représenter la nation. Et moi, en tant que femme politique, mère de famille et présidente de l'Assemblée nationale, j'estime qu'il est difficile d'exercer la fonction de député lorsque l'on a ce type d'accointance politique et personnelle. Ok, donc en mode genre moi je suis pas fan, mais après bon, de toute façon il a le droit d'être là. Ok. Mais oui, je vois pas le rapport avec le fait d'être mère de famille. Je vois pas le rapport non plus. Voilà. Bon. C'est pas comme si son assistant parlementaire a tué un enfant, ou je sais pas quoi, enfin. Oui, le truc du mère de famille, je vois pas trop le rapport. Ok, bon, ouais, une position relativement équilibrée, au sens où, voilà, dans son rôle de président de l'Assemblée nationale, il y a un peu de langue de bois là-dedans. Bon, ok, d'accord, je m'attendais à un truc plus révoltant, mais ça passe. Juste une réponse professionnelle. Voilà. Alors j'avais un ou deux autres extraits, je voulais réagir un peu à l'extrême droite, on va peut-être pas tout regarder parce que ça fait longtemps qu'on est sur cette séquence, je commence à avoir envie de pisser en plus, je vous le cache pas. J'irai pisser à la pause, on se fait une mini pause après. On regarde quoi? Frontières, CNews ou Europe 1? Alors, sondage, vous préférez? Quel sondage de zinzin vous préférez? Vous préférez Frontières, CNews ou Europe 1? Sans savoir les extraits, juste c'est quoi votre média préféré dans les trois? Allez les gauchistes, c'est quoi votre média d'extrême droite préféré? Alors CNews, vous êtes plus CNews vous? Vous préférez CNews aux autres? Il y a pas beaucoup de votes, hein. On est 1500 là, il y a pas 1500 votants, hein. Après là le jeu c'est d'essayer de faire un tiers, hein. Voilà. Frontières car ils sont un peu drôles, je suis d'accord. Frontières c'est vraiment des guignolos se foutent de leur gueule, c'est fantastique. CNews c'est à vomir, Europe 1 c'est du CNews un peu moins à vomir, mais c'est à vomir quand même. Pascal Pro c'est le GOAT. Valeurs actuelles, non j'ai pas vu Valeurs actuelles. Mais tu vois ce que vous préférez, hein. Moi je vais voter Frontières. C'est mes préférés, ils sont rigolos malgré eux. C'est un peu les pires mais c'est les plus guignolosques aussi. Je vote Frontières pour les TikTok, oui voilà. Oui c'est un tu préfères, hein. C'est dur de voter, hein. Mais votez en votre âme et conscience, hein. Faites comme vous voulez, y a pas de honte, no shame, hein. No shame. Par simple exposition, j'ai une tendresse pour Pro, c'est terrible. Je vois ce que tu veux dire. Ok, donc c'est Frontières qui gagne à 39%, un peu devant CNews et Europe 1. Ok, d'accord. Je sais pas quoi faire de cette information. On va regarder l'extrait de CNews alors. C'est parti. Mais par simple exposition, j'ai une tendresse pour Pro, c'est terrible. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté où si Pro était basé, il serait sympathique un peu. Mais le truc, c'est que c'est une enflure de première, donc il est horrible et je le méprise au plus haut point, évidemment. Mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des personnages comme ça où ça fait parfois ça, quoi. Ça fait 10 ans que tu les vois et que tu les vois aussi se ridiculiser, donc du coup, t'as presque une espèce d'affection étrange, mais tu les détestes par ailleurs, quoi. Mais bon, voilà, ça fait ça un peu parfois. C'est bizarre. Hein. Mais dans tous les cas, c'est un adversaire politique et une crapule fasciste. Et on l'emmerde, hein. Évidemment. Il est détestable. Mais moi, ça me fait un peu pareil avec Tanguy. À force de le voir, voilà, c'est ça, on adore le détester. Il y a des gens qui sont juste détestables. Il y a des gens, on adore les détester. C'est bien ça, c'est exactement ça. Je sais pas, Julien Audoul du Rassemblement National, par exemple, juste, je peux pas le blairer. Juste, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie d'entendre parler de lui. Je prends même pas de plaisir à le mépriser. Vous voyez? Un Pascal Pro, un Tanguy, on prend du plaisir un peu à les mépriser quand même. Voilà. On peut les imiter, ils ont un côté un peu rigolo malgré eux, ou parfois pas que malgré eux. Vous voyez, hein? Vous voyez. Bref.
En tout cas, on va regarder CNews. Alors, vote du chat, c'est parti. Allez, on y va. Mais ça, c'est le principe de LFI. Tout fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on provoque et après on se victimise. C'est vraiment, je dis tout le temps, les deux. On provoque, après on se victimise. Ils sont pas victimes d'une diabolisation absolument monstrueuse, LFI? Bon, allez. C'est la victimisation, ça? Ça va 5 minutes, hein. En plus, ils ont fait que défendre Némésis tout du long. On provoque et après on se victimise, c'est littéralement le mode opératoire assumé de Némésis. Et qu'on est dans leur boucle Telegram et tout, c'est précisément ce qu'elles font, c'est le but. C'est l'idée. C'est vraiment l'idée derrière, donc arrête avec ça. Vous pouvez arrêter de tout inverser en permanence. Ils ont pas d'argument, ils sont incapables de développer une pensée construite, machin bidule, donc ils ne font que mentir et récupérer un peu, pas les éléments de langage, mais récupérer les discours de la gauche pour dire, ah bah non, c'est nous en fait qu'on va dire ces discours-là et qu'avons raison. Ça va 5 minutes. Mamelles de fonctionnement. Merci Captain Kane, merci beaucoup pour ton prime. Merci beaucoup. Mamelles de fonctionnement de LFI. Là, ce que ça dit aussi, effectivement, c'est qu'ils ont repéré que ça leur profitait. Enfin, je veux dire, qu'en tout cas, ce qu'avait fait la jeune garde n'avait pas entaché les votes pendant les municipales. Et que donc, allons-y, on met des pièces dans la machine, on assume pleinement ce qu'on est, on assume pleinement, effectivement. Oh là là, la gauche assume pleinement le fait d'être antifasciste. Bah oui. D'avoir parmi nous, parmi eux, des gens qui ont commis ce qu'a commis l'assistant de Raphaël Arnaud. Attends, est-ce que l'assistant de Raphaël Arnaud est revenu à l'Assemblée nationale? Non, il est mis en examen, il y a une enquête et ainsi soit-il. C'est ça le truc. Et Raphaël Arnaud qui lui-même a été antifa, qui lui-même... Ah non, le chat avait voté Frontière, j'ai mis CNews. Pardon, bon, on regarde le Frontière après alors. A eu tout un passé justement pas seulement de jeune garde, mais d'antifa assez dur. Et donc voilà, il est fiché S, triple fiché S, me semble. Ok, vous avez votre élément de langage, vous allez le dire en boucle. Tout le monde s'en bat les couilles à part des gens déjà convaincus, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il siège comme député, et ça c'est ok, ça c'est la marque LFI. Et évidemment, après il y a le discours de c'est pas de notre faute, c'est la faute des autres, mais il y a quand même ce message de voilà ce qu'on est, on s'assume comme tel, avec des gens parmi nos rangs qui vont shooter en toute impunité dans la... Il était même pas à Lyon ce jour-là, Raphaël Arnaud. Si Raphaël Arnaud effectivement avait donné le coup dans la tête de Quentin de Ranc, qui a donné lieu à sa mort, il serait pas revenu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous racontez là? La tête d'un jeune militant. L'assistant parlementaire qui a fait ça n'est plus assistant parlementaire, donc c'est bon, ça va, next. Oh là là. Fichier S comme tous les membres de groupuscules d'extrême droite. Bah oui, il n'y en a pas des fichiers S aussi de votre côté. Allons bon. Tu regardes le parquet national antiterroriste, ils sont en mode genre, oh là là, la menace principale, il y a les 2 menaces principales terroristes en France actuellement, c'est le djihadisme armé type Daesh et compagnie, toujours, et l'extrême droite qui monte de plus en plus, avec des vrais procès qui ont été faits et des vrais militants d'extrême droite qui préparaient des attentats qui sont actuellement en prison. Il n'y a pas trop d'équivalent à l'extrême gauche de ça, donc c'est bon, arrêtez. Avant de regarder la paille dans l'œil des antifas, vous feriez mieux de regarder la poutre dans votre propre œil, hypocrite. Voilà, c'est l'évangile selon Luc, vous le savez, parole de Jésus directement. Jésus avec nous, hein, j'ai envie de dire. Ok, vous aviez voté Frontière, donc on va regarder le truc de Frontière. Voilà, l'émission 100% Frontière. C'est parti avec l'inénarrable Mathieu Vallet, candidat malheureux RN à la mairie de Lille, donc c'est un ancien syndicaliste policier. C'est le policier le plus intelligent qu'ils ont trouvé. Ils en ont fait un eurodéputé RN et après ils l'ont présenté à la mairie de Lille. Malgré ça, il est quand même complètement con, ce qui est assez fascinant, je trouve. Vous l'avez dit, moi j'étais officier de police judiciaire pendant plusieurs années en menant des enquêtes. Articule par contre. J'ai été officier judiciaire des années. Articule. T'es censé être un politicien professionnel, t'as une belle cravate. T'es eurodéputé, censé t'exprimer bien. T'es censé savoir le faire bien. Articule, fais quelque chose. Vous l'avez dit, moi j'étais officier de police judiciaire pendant plusieurs années en menant des enquêtes. Enquêtes. Ça va. Vous l'avez précisé, 3 de ses collaborateurs ou ex-collaborateurs sont... 3 de ses collaborateurs ou ex-collaborateurs. Policier judiciaire. Il sait pas parler. Hein. Il a bu? Non. J'étais officier de police judiciaire. Impliqué dans le meurtre abject de Quentin. Et je rappelle que 2... La buvette. D'ailleurs, je suis déçu. J'ai été visiter l'Assemblée nationale il y a pas longtemps, c'était trop cool. Je n'avais jamais vu le Palais Bourbon de mes yeux et j'ai pas pu aller à la buvette. J'aurais adoré pouvoir aller boire à la buvette de l'Assemblée nationale, me bourrer un peu la gueule comme ça, j'aurais trop kiffé. Bon, à la place, on a été dans le bar en face qui s'appelle le Bourbon, comme le Palais Bourbon. Donc bon, j'ai quand même bu des bons gros coups derrière, mais pas à la buvette de l'Assemblée, je suis un peu déçu. J'aurais adoré pouvoir faire ça. J'aurais aimé avoir la hauteur d'esprit pour pouvoir être de gauche.
sont impliqués dans le meurtre abject de Quentin. Je rappelle que 2 sont mis en examen pour complicité ou pour homicide volontaire et dont un était fiché S. Donc moi, la question dont j'espère que l'enquête permettra d'apporter des éclaircissements, l'instruction, c'est est-ce que de l'argent public a servi à financer... Qui était avec qui? Je sais pas si je peux dire avec qui j'étais. Bon, si, de toute façon, c'est une visite de l'Assemblée nationale, j'étais avec des camarades. Il y en a qui étaient avec moi. Si j'étais avec Nicolas Le Web, le memeur d'Instagram. Des gens l'ont remarqué parce qu'on a posté notre selfie en même temps. Il y avait Hello Grise aussi, pour ceux qui connaissent, la memeuse Instagram. Et d'autres. Et d'autres. Une ou des gens qui massacrent, une ou des... De toute façon, on peut visiter l'Assemblée nationale. Hein. Moi, je vous dirais pas si j'étais invité ou quoi. Non, c'est une visite à l'Assemblée nationale, je vous dirais rien. Qui massacrent une ou des personnes dans la rue, puisqu'apparemment il y a d'autres faits à Lyon qui sont aussi à l'étude en termes sériels. Et donc oui, la grande question qui se pose, c'est que face à un entourage que Raphaël Arnaud a choisi à recruter, on lui a pas imposé ses assistants parlementaires, mais en tant que député européen, je choisis mes assistants parlementaires et je regarde avec qui je travaille évidemment. Attends, t'es sûr que tu veux parler d'assistants parlementaires RN à l'Assemblée européenne? Mathieu Vallet? Parce que historiquement, le RN, ils avaient des assistants parlementaires qui n'existaient pas. Ils les ont choisis pour réussir pour refourguer des millions et des millions d'euros d'argent public directement à leur parti. Et la chef de ton parti, Marine Le Pen, ne pourra pas être candidate en 2027 à cause de ça. Oh bon, en tant que député RN, je choisis mes parlementaires à l'Assemblée, au Parlement européen, histoire de détourner un maximum d'argent. Ça va, très mal placé pour dire ça. Hein. Quotidien, c'est un vrai sujet. Maintenant, pendant 2 mois, il s'est Il les a recrutés quand ils étaient à la Jeune Garde, donc il les connaissait par cœur. Il les a recrutés pour ça. Il les a pas recrutés parce qu'ils avaient tué Quentin Deronque, il les a recrutés parce que c'était des mecs de la Jeune Garde Antifa lyonnais. Et bah lui aussi, c'était un mec de la Jeune Garde Antifa lyonnais. Donc oui, voilà. C'était en mode pour représenter l'antifascisme à l'Assemblée nationale. C'était le but de faire ça. Donc oui, il y avait des Antifas avec lui. Mais à aucun moment, il s'est dit « Oh cool, on va aller tuer des gens dans la rue. » À aucun moment. À aucun moment. Et à aucun moment, il approuve ce qui s'est passé. Il est voilà. fiché S pour son appartenance à l'ultra-gauche violente. Hein, ça a été, il me semble, informé par Frontières. Et donc, évidemment que moi, je dis simplement que pendant 2 mois, il s'est doré la pilule. On ne sait pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il revient comme un cheveu sur la soupe. Avec... Un cheveu sur la soupe? Ça se dit pas ça, on dit un cheveu sur la langue. Ça n'existe pas l'expression un cheveu sur la soupe. Ça existe comme expression? Il a tout mélangé. Si, ça se dit. Ok, bon, j'ai rien dit. Un cheveu sur la soupe, ok. C'est pas un assistant parlementaire RN qui a tweeté. C'était pas un tweet. Si c'est un tweet, si, il faut brûler Elisabeth Bornstein en parlant d'Elisabeth Borne. Oui, tout à fait. Et bah, il était assistant parlementaire, il a été exclu, il n'est plus assistant parlementaire à ce moment-là. Voilà. Donc pourquoi tu parles pas de ça, Mathieu Vallet? Si c'est l'assistant parlementaire et pas le parlementaire, à la limite, bah, que l'assistant se barre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en sais rien, moi. Avec l'argent des contribuables. Et oui, quand il y a de l'argent public, il faut quand même préciser, pardon. Hein. Moi, quand j'étais policier, quand on interpellait plusieurs fois des mêmes individus, ils avaient souvent... Articule. Moi, quand j'étais policier et qu'on interprétait plusieurs individus, qu'on interprétait plusieurs fois les mêmes individus, c'était des Arabes pour leur faire peur. Hein. C'est ça qu'il va dire? J'étais policier, quand on interpellait plusieurs fois des mêmes individus, ils avaient souvent ce qu'on appelle des alias, c'est-à-dire des pseudonymes pour égarer les policiers dans leurs enquêtes. Il a quand même recruté des gens sous pseudonyme à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, on peut recruter des assistants parlementaires sous pseudonyme. Quel est l'intérêt? Mme Braun-Pivet a mis fin à cette pratique. Il fallait là aussi attendre qu'il y ait un drame et cette affaire mise en lumière à Lyon pour comprendre qu'il y avait des gens qui ont recruté sous pseudonyme. Si on recrute sous pseudonyme, c'est qu'on a des choses à cacher. Bah peut-être c'est qu'on est menacé de mort par l'extrême droite et par tes petits copains aussi. Moi, je suis sous pseudonyme parce que j'ai pas envie de me mettre en danger par rapport à l'extrême droite, typiquement. J'ai pas envie qu'on puisse retrouver moi ou ma famille, encore pire quoi. Donc moi je suis sous pseudonyme pour cette raison-là. Et vu le nombre de menaces de mort que je me suis pris. Tiens d'ailleurs j'ai reparlé de l'affaire Quentin là il y a pas longtemps sur Twitter. Voilà pourquoi je suis sous pseudonyme. J'ai reçu un MP sur x.com, anciennement Twitter. Je vous le lis. C'est un mec qui m'a bloqué derrière d'ailleurs. Peu importe. J'en ai peut-être même reçu d'autres depuis. Tellement c'était vénère, c'est la première fois que je vois ça. Même Twitter a masqué le MP. Ce post est masqué car il provient de quelqu'un que vous ne suivez pas et il y avait écrit pour contenu violent. Il m'a envoyé très, très heureux de savoir qu'il n'en a plus pour longtemps. En parlant de, je sais pas, de Raphaël Arnaud, je crois. Et après, il m'a dit et que vous allez tous finir dans une fosse commune de groupe, les LFistes. Voilà, on m'a envoyé ce message-là. Vous allez tous finir dans une fosse commune. AEPS, baisse ta mère la pute, sale enfant de viol d'extrême gauche. Ton corps d'homme soja et ta gueule de cuck qui fusionnera bientôt avec la route. Bah, monsieur, c'est pas très poli de dire ça. Oh, ça va pas? C'est que cette bouche-là que tu fais un bisou à ta maman? Non mais ça va pas. Voilà. Moi c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que je suis sous pseudonyme typiquement. Voilà. Peut-être que Mathieu Vallet n'est pas choqué par ce genre de propos. Hein. Je sais pas.
faut dire que Mathieu Vallet est ami avec des gens comme ça, quoi, évidemment. Donc c'est un vrai sujet. Donc Même lui, effectivement que moi j'attends que l'instruction donne résultat et que je termine. Vous pouvez le dire aussi, pardon de le rajouter, mais Andy Carbrat qui a acheté de la drogue avec de l'argent public. Allez, c'est reparti. Il a rendu l'argent, ça va. On n'a pas le droit d'avoir des problèmes d'addiction. Il a été super courageux dans cette histoire en plus parce que il s'est retiré le temps d'aller faire une cure de désintox. Après, il en a parlé, il a pris la parole par rapport aux problèmes de santé publique et d'addiction, etc., etc. Bah, force à lui, force à lui. Et le torrent de chiasse qui s'est pris dans la gueule, il s'est fait traiter de sale camé, de sale drogué, se faire déshumaniser comme ça, genre, bah, force 1000 fois à Andy Carbrat. Et il est revenu après avoir du coup, pas purgé sa peine, mais je veux dire, il a pas dit oh je m'en bats les couilles. Il s'est passé un truc, il s'est retiré le temps de revenir, de se soigner, etc. Et bah très bien. Et puis c'était l'occasion aussi de parler de ces problématiques-là à l'Assemblée. Voilà, les députés, c'est des êtres humains et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et toujours. D'ailleurs, il y a même des gens de droite, il y en a pas beaucoup, mais il y en a même quelques personnes de droite qui ont défendu Andy Carbrat là-dessus en disant c'est pas cool, l'addiction, c'est vraiment un sale problème et force à Andy Carbrat dans ses problèmes d'addiction en espérant qu'il nous revienne soigner. Voilà. Carl Olive a dit ça alors que c'est un mec de droite parce que l'addiction, il se trouve que dans sa famille, il a des gens qui sont morts de l'addiction à la clope. Je crois que c'est son frère qui est mort d'un cancer à cause de la clope. Donc il en mode le problème de l'addiction, c'est bien sale, donc force à Andy Carbrat. Voilà, même des gens de droite ont dit ça. Les gens qui connaissent un tout petit peu le sujet de l'addiction, ils ont plutôt été en soutien à Andy Carbrat. Voilà. Et en plus, on va dire qu'il a fait amende honorable entre guillemets par rapport à ça. Effectivement, il a fait un truc où il était hors la loi et voilà quoi. Il a rendu l'argent entre guillemets. En plus de l'argent public, à partir du moment où tu es payé par de l'argent public, voilà, si à ce moment-là, un fonctionnaire d'éducation nationale, un prof qui va acheter du shit, sans moi genre regardez, il détourne de l'argent public pour acheter de la drogue. Bah non, c'est juste que quand t'es dans la fonction publique, tout ce que tu consommes, tout ce que tu utilises, tout l'argent que t'as, c'est de l'argent public entre guillemets. Mais bon, de toute façon, ils ont qu'un mot à la bouche, c'est ah, c'est payé avec nos impôts. Ouais, bah ça te paye toi aussi nos impôts. Tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que ça me fait plaisir, Mathieu Vallet, de payer ton salaire d'eurodéputé qui branle rien au Parlement européen avec mon impôt? Ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça, voilà. Moi, ça me fait plaisir que mes impôts payent Raphaël Arnaud, et si le prix à payer, c'est que mes impôts payent aussi Mathieu Vallet, ainsi soit-il, ça s'appelle la démocratie. Bah, ça me fait chier quand mon argent de mon impôt part pour Mathieu Vallet, ça me fait plus plaisir quand ça part pour Raphaël Arnaud, et bah c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la démocratie. Et moi, je suis prêt à accepter de financer des gars que je déteste comme Mathieu Vallet, pour aussi pouvoir financer, mais c'est même pas financer, quoi, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Des gars que j'aime bien comme Raphaël Arnaud ou d'autres. Voilà, ça s'appelle la démocratie. De la même manière, je suis prêt à accepter qu'une presse de droite dégueulasse touche des subventions publiques si des journaux de gauche que j'aime bien continuent à toucher des subventions publiques. Ça s'appelle le pluralisme, ça s'appelle la démocratie. Voilà. Le Figaro touche 10 millions de subventions publiques par an. Ça me va. Parce que l'UMA touche 6 millions de subventions publiques par an. Voilà. C'est comme ça. Hein. Ça s'appelle la démocratie. Salut Jean, comment ça va? Les profs qui nagent dans des piscines d'argent public. Et oui. Hein. Ces feignants de profs là. Biberonnés à l'argent de nos impôts, alors qu'ils foutent rien à part corriger des copies jusqu'à 23h et en avoir marre. Moi j'étais prof, je sais pas si tu sais, j'étais prof pendant 4 ans, donc ouais. Je croulais pas sous l'argent public, mais je gagnais quand même un peu plus que ce que je gagne aujourd'hui avec Twitch. Mais c'est en train de se rattraper. Bientôt j'aurai à peu près le salaire que j'avais quand j'étais prof, mais sans les vacances scolaires. Mais c'est pas grave, je vais pas me plaindre. Par contre, n'hésitez pas à sub à la chaîne, voilà, pour que je puisse retrouver un jour mon salaire de prof. D'ailleurs, annonce, j'en profite pour vous le dire, j'ai augmenté Groovy, notre monteur. Voilà, enfin mon monteur, mais je veux dire notre monteur, c'est un truc un peu collectif là-dessus. Voilà, Groovy qui fait les TikTok, les Reels Insta, je l'ai augmenté. Voilà, mes revenus ont augmenté, du coup je me suis dit bon, je gagne plus de sous là avec la chaîne YouTube, donc j'en profitais pour augmenter Groovy. Voilà. Donc n'hésitez pas à sub à la chaîne pour que je puisse encore l'augmenter. Il fait du super boulot. Voilà. C'est vrai, hein, je dis pas ça juste pour gratter des thunes. Vous pouvez lui demander, c'est vrai. Voilà. Merci Alex Asman pour le Prime et merci Lidwin pour le Prime. C'est pas pour moi, c'est pour Groovy notre monteur. Ah non, c'est fini. Qui a acheté de la drogue avec de l'argent public et toujours assiégé, d'ailleurs même à faire la sonde. Voilà, continue à donner, sinon après du coup je vais faire. Aïe. Non, bah je vais devoir te rebaisser. Morale à la droite, à ce qu'il appelle l'extrême droite, notamment il l'a fait à Rennes, alors qu'il a quand même été condamné pour l'usage de drogue et il a été en flagrant délit pour ça. Oui, Mathieu Vallet, allez, je t'ai assez entendu parler, ça me fatigue. Je ne sais pas ce que c'est merci Miri Mistake, merci pour le 7e mois d'abonnement. Et bah c'est le train live qui commence, c'est parfait. Donc juste avant que le train live commence, pour ceux qui regardent la VOD YouTube, merci Café Free pour le Prime, merci beaucoup. Pour ceux qui regardent la VOD YouTube, bah voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, dites ce que vous pensez de toute cette histoire. Est-ce que vous êtes pour le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale? Je pense que oui. Est-ce que vous êtes contre? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et à la prochaine.